Radio Pirate. RadioPirate.com. Vendredi, on n'est pas déçus pantoute. Bienvenue sur Radio Pirate Live. Mon nom est Jeff Fillion. On vient de finir un spectaculaire Radio Pirate Prime dans les dernières minutes. Ça vous tente de vous joindre à nous autres. On a du stock à tabarnache là-dedans. Entre autres, beaucoup de stock qu'on va peut-être jaser un peu plus rapidement dans ce segment-là, mais parce que Carlos de Punisher a décidé qu'on va rester encore, on va étirer finalement le Radio Pirate Prime. On a beaucoup de stock aujourd'hui en passant. On a Yann Sénéchal qui va être avec nous autres dans les prochaines minutes. On a également Nicolas Gagnon qui va nous parler de diverses affaires un peu tout croche au fédéral. On a également la boîte à PIDS de Jerry un peu plus tard, donc beaucoup de stock. Mais pour l'instant, notre ami Carlos de Punisher, lui, on va faire une sorte d'affaires avec lui, mais on va commencer avec ce qu'on aime faire avec Carlos habituellement. Parce que le week-end s'en vient. Puis oui, il y en a du sport, oui, il y a du football, oui, il y a du hockey, oui, il y a un paquet d'affaires. Il y a beaucoup de golf en fin de semaine en passant. Il y a la patente à Norman, là, à Naples, Floride, avec les 12 équipes qui jouent un contre l'autre. Ça, c'est très bon. Ça se passe à compter d'aujourd'hui, samedi et dimanche. Et également, samedi soir, on en parlait avec Dodu hier à Vegas. C'est Tiger Woods contre... Tiger Woods joue avec Rory en équipe contre Justin Thomas et Jordan Spieth. Ça se passe, c'est 12 trous à la noirceur, samedi soir à 6 h, en espérant qu'on l'a au Canada, mais aux États-Unis, si vous êtes capable d'avoir, je ne sais pas, un moyen spécial de trouver toutes les postes du monde, c'est sur TNT. Carlos, t'es salué, mon ami. Jerry est salué. Yes. Mr. White est salué. Tiger is in the house également. Donc, content de te voir en personne, mon ami Carlos. Ben, content de te voir moi aussi. C'est pour ça qu'on a eu un Radio Pirate Prime spectaculaire un matin. Exact. Tu m'inspires. Oui. Parce qu'à un moment donné, parler tout seul. C'est dur. Tu sais, oui, j'ai le micro, oui, je suis Mikey, Mr. White fait un job extraordinaire. On ne voit pas la différence, mais on est quand même à distance. Yes. Là, j'ai mon body en avant de moi. Oui. Fait que j'ai un peu plus d'interaction. J'aimerais ça voir les deux autres bodies en personne. Un jour, peut-être, Radio Mais Pirate. c'est un bon point. Parce que cette semaine, quelqu'un m'écrit et me dit « Hey, sacrément, c'est capoté parce qu'il dit on sent pas vraiment de différence entre quand vous êtes ensemble et vous êtes séparés de même un peu partout. » Mais tu as raison que quand je finis, je suis beaucoup plus fatigué que quand je suis avec les gens, quand je suis avec ma gang. Ouais. C'est parce que, veux pas, faut que tu sois plus faut que tu sois plus là parce qu'il n'y a pas le contact dans les yeux. Il y a pas As-tu ce feeling-là aussi, Jerry, ton bord? Ben oui, c'est sûr, c'est plus... on s'en rend pas compte, là, mais tu veux dire, à un moment donné, quand tu travailles avec quelqu'un, tu vois que l'autre personne est, mettons, je sais pas moi, je suis en train je suis penché pour prendre des papiers ou des notes. Là, toi, tu me vois. Mais là, en ce moment, on se voit pas. T'sais. On pourrait se voir, on pourrait se mettre des caméras, là, ça c'est sûr. Là. Mais je veux dire, en ce moment, on ne se voit pas. Donc, il faut être un peu plus à l'affût. Ça veut dire, faut être plus concentré, je pense. C'est ça peut-être qui fatigue plus. Là. Ouais, parce qu'on fait beaucoup de radio. Moi, là. Ma première réaction, c'est toi, Jerry. Je veux dire, quand je suis en studio, je te regarde dans les yeux, puis je raconte de quoi, puis tu me fais des réactions, tu me fais un sourire, puis tu ris un peu. Bien, c'est sûr que ça me motive. C'est parce que je suis à la bonne track quand je raconte l'histoire, puis tu me pousses, c'est plus facile. Oh, oui, c'est sûr, c'est plus facile. Effectivement, Jeff, quand on est à distance, c'est sûr que ça nous gruge un peu plus d'énergie. C'est ça, exact. On commence par quoi? On a parlé un peu sur Radio Pirate Prime. En fait, on a parlé beaucoup. On a parlé d'une tonne de sujets. Il y a eu beaucoup d'histoires aujourd'hui. Veux pas, on va essayer de trouver du temps de parler de tout ça. Il y a l'histoire de Twitter aujourd'hui. Il y a la grande joueuse de basket qui est revenue, qu'on a échangé. Regarde, un des pires échanges. On dirait que c'est Marc Bergevin, sacrément, qui a négocié pour... non, c'est vrai. On dirait que c'est Marc Bergevin qui a négocié pour Biden. Quoique Biden est capable tout seul de faire des gaffes. Là, il n'y a pas besoin de Bergevin avec lui. Mais beaucoup d'histoires un peu flyées. On a fait des prédictions. Moi, je vous ai prédit que d'ici 2 semaines, Tom Brady allait mettre son engin dans la madame sur Instagram. Là. Comment elle s'appelle, la madame? Jerry, t'as ça pas loin, t'es bon là-dedans. Elle s'appelle Véronica Radjek. Qui était dans le stade en fin de semaine, peut-être pas trop loin de Dodu en passant. 11 sur 10. D'après moi, elle était à maximum 50 mètres de Dodu. Là. Oh! Mm-hmm. Et elle affiche avec son chandail. D'abord, elle a une poitrine extraordinaire.
Et c'est une fille parfaite. On jase elle régulièrement, c'est une top modèle. Et elle, dernièrement, elle a fait jaser parce qu'elle a dit qu'elle était tellement parfaite, qu'elle avait tellement un corps extraordinaire. Puis elle a raison de le dire, mais c'est rare qu'on l'entend. Tu sais, moi, j'aime les gens qui ont confiance en eux, mais elle a la confiance, un peu en vente dans des sacs Ziploc. Et elle dit, moi, je suis tellement belle, je suis tellement parfaite que je me fais intimider sur les réseaux sociaux de par ma beauté. Donc, elle dit, c'est dégueulasse, mais elle dit, personne ne veut me défendre, etc. Et là, son objectif, elle a un site web en passant que j'ai regardé, je me suis même sur le site en question. La fille, le site, c'est Appive, tu sais, Happy, HAPPYVE.com, c'est son site à elle. Et elle a dit, moi, mon fils, elle a dit qu'elle veut Tom. Depuis que Tom est célibataire, écoute, c'est une suite logique, là, du top modèle du Brésil qui est la plus belle femme du monde. Et là, maintenant, tu tombes avec une fille qui vient de l'Europe de l'Est, qui est extraordinaire, qui vit dans le coin de la Floride et une des plus suivies sur les Instagram de ce monde. Je ne sais pas si ça va finir par chum et blonde. Parce que la première femme à Tom Brady, qui est une actrice. Très belle. Très belle. Super belle. Elle me sent, c'est qui est la... Ça, c'est une histoire bizarre. Tu te rappelles que il a commencé à sortir avec Gisèle pendant que l'autre est enceinte et son gars, qui est plus vieux, qui a 15 ans aujourd'hui, est venu au monde pendant qu'il se mariait quasiment avec Gisèle. Hein, tu parles-tu de la CAQ? C'est quasiment une histoire d'un groupe de rencontres comme la CAQ, t'as raison. Oui, la CAQ, c'est bizarre. Oui, il y a des belles histoires à CAQ qu'on pourrait mettre dans un livre, c'est clair. Mais elle a dit qu'elle veut Tom Brady. Et Tom, c'est un lion, hein, c'est un lion. Il aime ça montrer que c'est un beau bonhomme, tout. Il aime ça se promener avec des belles personnes. Je ne peux pas vous dire si ça va finir par être la blonde de Tom Brady, mais moi, je pense que d'ici 2 semaines, Tom va faire un cigare. Un cigare dans la madame. OK. Parce que la madame, elle a un sourire. Cigares, la madame, elle a un sourire extraordinaire. Ben, Autre que son corps. Non, mais quand tu regardes son visage, elle a un sourire. Ça peut, j'allais voir, je n'avais pas checké. Son ben oui, non, elle a un bel sourire. C'est parce que moi, tu parles de cigare. Oui. Il y a plusieurs endroits qu'on peut scorer. Et en partant, pour moi, elle a un sourire naturel. Ah non, elle est extraordinaire et elle veut Tom, qui est le célibataire probablement. Hey, combien de gens, mettons que Tom se met sur Tinder. My God! D'après moi, il n'a plus le temps de jouer au football. D'après moi, il prend sa retraite. La seule affaire qu'il fait dans sa journée, c'est qu'il s'amuse 6-7 fois par jour avec des filles différentes. Moi, si j'étais un paparazzi, j'irais soit chez Burns, à Tampa, ou j'irais chez Ocean Prime. Et c'est sûr que c'est un de ces 2 endroits-là que Tom va avoir sa nouvelle flamme. OK. Mais, regarde, comme je te dis, je ne sais pas s'il va se montrer publiquement avec, mais c'est sûr qu'elle va aller visiter la chambre de Tom. Tom a besoin de support. Il a besoin de jouer avec tout ce que les hommes ont besoin pour aller chercher un peu d'énergie pour la fin de la saison, parce qu'à date, c'est pas fort, même si on gagnait en fin de semaine en revenant par en arrière. Mais tu l'as bien dit, il a gagné. Il a gagné pas mal par lui-même. C'est lui. Par lui-même, exact. Hey, on a aussi jasé de Meghan et Harry parce que les 3 premiers épisodes sur Netflix sont sortis. Et tu m'as dit, Jerry, que c'était dans la liste de to-do que tu faisais. La semaine passée, tu as fait tes beignes? J'ai fait mes beignes. Là, en fin de semaine, ça, c'est sûr que je vais aller voir Meghan et Harry le mêlé. Ça, c'est garanti. OK, donc ça, c'est lancé. Je ne savais même pas que c'était... Ma blonde m'a demandé cette semaine, elle a dit, « Hey, Meghan puis Harry, ça sort quand? » Je dis, moi, c'est pas mes affaires. Je ne suis pas naturel là-dedans, mais je ne peux pas dire que ça ne m'intéresse pas. Ça commence avec un bang ou ça commence correct? C'est commencé, ça a droppé hier sur Netflix. OK. Donc, jeudi. La façon qu'ils font ça, c'est une série de 6 épisodes. OK. Ils ont droppé 3 hier. Les 3 prochains, c'est dans une semaine. Est-ce que c'est produit par Harry et Meghan? Bien, c'est sûr qu'ils ont leur nom là-dessus. OK. Donc, c'est pas quelque chose qui est fait de l'extérieur. Donc, eux autres, c'est pas pareil. Là. Quand tu fais un livre sur toi-même ou que quelqu'un qui a un livre pas autorisé, c'est pas la même affaire. C'est sûr qu'eux autres, c'est un peu spécial parce que quand on regarde eux autres, ils veulent raconter leur histoire. Puis la raison pourquoi que Harry a pris la décision de laisser tomber, on va dire ça de même, la famille royale. Oui. Donc, les gens qui ont écouté The Crown, là, qui raffolent de ça, là, la famille royale, puis tout ça, nanana. Moi, de loin, j'ai l'impression que c'est une crise de folle. Est-ce que tu as cette perception-là ce matin après avoir vu 3 épisodes? Non, parce que je vais attendre d'écouter les 6 au complet. Puis, je vais être honnête avec toi, j'ai décidé
que je laissais mes préjugés de côté. OK. Donc, Mme Punisher est comme moi. Oui. Elle pense que c'est garoché dans quelque chose, puis là, il faut qu'elle vive avec sa décision. Oui. Elle savait dans quoi qu'elle s'embarquait. Ben là, j'espère qu'elle savait dans quoi qu'elle s'embarquait. Mais là, elle chiale pareil de comment est la monarchie, comment sont les paparazzis, etc. Là. C'est ça le bug. Là. La monarchie, pas tellement. Les paparazzis qui l'étouffent. Oui, mais je l'ai vu dans une vidéo. C'est toi qui m'as envoyé ça, Jerry, cette semaine. Ils ont comme trouvé une vidéo où elle se moque un peu de comment elle doit saluer la reine. Non, mais c'est ça. Harry à côté d'elle, qui est un peu mal de voir que finalement, elle se moque de quelque chose qui existe depuis toujours. Là. Aujourd'hui, c'est dans le documentaire. OK, c'est dans le documentaire. Ben oui, aujourd'hui en Angleterre, là, OK, c'est la folie, là. Je pense pas que Meghan a pu retourner en Angleterre. À ce point-là? Non. En ce moment, elle a attaqué l'héritage britannique parce qu'elle a fait une joke, autrement dit, elle fait comme la révérence. Elle fait comme la révérence. Elle dit, il a fallu que je fasse comme la révérence en avant de la reine. Puis elle a comme ridiculisé la révérence en avant de la reine. Sauf que, pour les Britanniques, c'est pas la révérence en face d'une madame âgée. Pour eux autres, c'est le non-respect du peuple britannique. C'est carrément ça, là. En ce moment... Tu as raison, Jerry, parce qu'il a cette portion-là dans le documentaire de Netflix. Ben oui. Puis elle explique ça. C'était la première fois qu'elle était devant Sa Majesté, la reine Élisabeth. Puis elle a montré comment, on dit ça, un genre de bow, là, OK, qu'elle se met par en avant avec la position. Puis tu regardes Harry qui regarde à côté, puis il le regarde comme, sauf qu'ils ont fait exprès, ils ont coupé ça là. Quand tu regardes après, c'est que Harry, la reine, l'aurait même félicité de la qualité qu'elle l'a salué. OK. Il faut toujours faire attention. Parce qu'il faut se rappeler qu'à Québec, il y a un gars qui vend des vélos, qui il a crissé quasiment une claque ses fesses. Là. Non, c'était plus sa main sur l'épaule. La main sur l'épaule. La main sur l'épaule. La main sur l'épaule. Ça, c'était spécial. Là. C'est que, puis, moi et Jerry, on a parlé pas mal sur le Prime puis tout, mais je veux dire, il ne faut pas oublier, là. La famille royale, c'est des servants du peuple de l'Angleterre. Donc, ils doivent respecter un protocole. Non, c'est-tu des vrais servants ou les gens qui sont en bas d'eux autres sont des serviteurs, tout le monde, puis qu'on doit se mettre à genoux devant eux autres? Ou c'est comme... Parce que notre machine, nous autres, elle nous dit, on est supposé d'avoir des employés qui sont nos serviteurs, puis nous autres sont à notre service. Mais quand tu fais affaire à eux autres, ils te traitent comme de la merde, et finalement, ils te montrent que c'est eux autres qui... Est-ce que c'est exagéré ou c'est vraiment ça? Ils sont vraiment là pour le peuple? Parce que Jerry a toujours dit... c'est la couronne. La famille royale, elle a une mauvaise réputation à cause de l'histoire d'anglais-français, c'est au Québec. Si le monde n'a pas compris. La famille royale, contrairement aux politiciens, sont vraiment là pour le monde. Exact. C'est ça, c'est pas la couronne britannique. Enlever... Le gars qui a des oreilles, présentement, on l'aime pas, là, puis on le trouve bizarre, le gars avec des oreilles, mais... c'est sûr, il a floché à blonde. Non, c'est ça, mais c'est au-delà de ça. C'est la couronne. La couronne, c'est le peuple. C'est pas des politicos. Les politicos, ils passent, eux autres. Un air de l'autre, là, bon, ils connaissent les politicos. Là, c'est l'autre histoire. Là. La couronne, c'est pas il n'y a pas de politique là-dedans. Là. C'est apolitique. La couronne représente l'histoire, le peuple britannique. Le peuple britannique qui, autrement dit, regarde, on va dire que la couronne britannique remonte peut-être dans les années aux alentours des années 1000, grosso modo. Donc, c'est ça que tu représentes, là. Tu représentes... Mais ça, Carl, est-ce que tu sens que... Je sais que vous intéressez les deux à ça, mais est-ce que c'est vrai ou c'est des phrases en l'air? C'est-tu vrai pour de vrai? Parce qu'on a l'impression qu'ils arrivent dans des carrosses, on a l'impression qu'ils vivent dans un château, on a l'impression qu'ils sont complètement déconnectés du monde ordinaire. C'est drôle d'entendre ça, pareil. C'est drôle d'entendre ça, mais quand tu regardes le parcours, quand tu écoutes The Crown, ces affaires-là, tu regardes le parcours de la reine Élisabeth, elle a été exemplaire. Cette petit bout de bonne femme-là qui a commencé à... moi, je l'admire. Je pose des questions, mais je l'admire. Cette bonne femme-là elle a eu un 100% dans son parcours jusqu'à temps qu'elle décède. Oui. Elle n'a fait aucune erreur, là. Technique. Qu'est-ce qu'il en est de son garçon? Qu'est-ce qui est arrivé? L'histoire de l'aspect que c'est des servants au public. Lady Diana était une femme du public qui a marié Zoreille. Oui. Quand elle a marié Charles Zoreille, il ne faut pas oublier que Charles Zoreille, à un moment donné, la reine d'Angleterre a demandé au premier ministre de l'époque
peux-tu essayer de réparer, réconcilier le mariage de mon garçon? Lady Diana s'est fait poser... Fait que là, il y a un genre de médiateur. Puis Lady Diana, elle lui a dit en partant quand elle s'est fait approcher, « Comment veux-tu que je règle ça à 3? » Oh, yes. La pas belle. Fait que la pas belle était déjà dans le portrait. Elle dit, « Comment veux-tu que je règle ça à 3? » Elle dit, « On commençait par régler ça à 2. » Il n'était pas question, c'était régler ça à 3. Ouais. Fait que là, il y a eu un divorce en 92 et elle est décédée suite à une poursuite des paparazzis dans un tunnel avec un bodyguard qui était conducteur qui avait trop consommé à cette époque-là. Il allait à plus de 200 km/h quand il est rentré dans le tunnel et a perdu le contrôle de la Mercedes. Mercedes ont fait l'inspection du véhicule. Ils n'avaient jamais vu un char scrap de même. C'était genre la S550, à l'époque, la grosse. Puis plus blindée, là, plus forte en plus. Il n'y avait jamais eu un de leurs véhicules qui avait eu un accident automobile aussi déboîté que ça. Ils l'ont étudié, le véhicule, après. Là. Bon, écoute, fait que c'est sûr que ça a toujours donné, pour venir à Charles, qui est là, qui est le roi d'Angleterre, c'est sûr que ça a donné un goût amer au peuple du UK, parce que la reine est impeccable. Oui. Là, tout le monde Lady Di, puis Charles, ben, c'est comme un mal-aimé un peu. Là, c'est lui le roi. Là. C'est ça. Là, Harry, c'est le bébé. Vous oubliez, c'est le bébé de la famille. Oui. Harry, c'est le bébé de la famille, et lui, dans sa tête à lui, avec raison, à tort ou à raison, moi je pense qu'il a raison, les paparazzis ont tué sa mère. Donc lui, la série avec Meghan, qu'elle, c'est une actrice américaine qui jouait dans Suits au Canada, à Toronto, qui est en tournage, a rencontré Harry. Je vous conseille d'aller voir les 3 premiers épisodes, vous allez voir comment il l'a rencontré, tout ça. Je ne veux pas vendre le punch non plus. Et elle, la pression des... Elle, Harry, là, admettons, ça va bien. Mais elle n'avait jamais vécu de la pression comme ça de paparazzi. Puis, regardez bien, là, la réalité, il y a beaucoup d'acteurs d'Hollywood qui se plaignent des paparazzis. Là. J'ai rien. Un paquet. Mais la gang UK, là, c'est des crinqués. Là. Non, c'est ça. C'est des maladrettes. Puis ça, ce côté-là, je peux le comprendre. Là. Parce qu'à un moment donné, tu n'as plus de vie. Là. Oui. Tout ce que tu fais... Mais elle savait. Tu sais, l'autre est là-dedans aussi, puis elle est impeccable, là, la femme à William. Oui, mais elle, mais elle, la femme à William, a été élevée là-dedans. 2 choses. C'est une Anglaise. Oh, oui, c'est ça. Elle a été élevée avec des parents. Puis, est-ce que je peux rajouter qu'elle est blanche? Oui. Est-ce que ça fait une différence? Absolument. Parce que c'est pas nous autres qui le dit. C'est elle sent qu'elle a été... En tout cas, qu'elle a été tassée, puis ça s'est passé très rapidement quand elle est arrivée, qu'elle n'a pas été acceptée par la famille, parce que dans la famille, il y avait une réticence à voir une femme qui... Elle est noire à moitié, là. Son père est blanc, sa mère est noire, mais donc... Et on ne le sent pas dans le documentaire, mais effectivement, il parle à un moment donné de l'esclavage, comment que le UK a été, la population, les premiers Noirs qui sont arrivés là. Et elle en parle souvent. Tout ça. Mais c'est qu'elle, en ce moment, ça fait son affaire parce que ça a commencé même avec Hollywood, parce que c'est une biraciale. Donc, sa mère est noire, son père est blanc. Et donc, à chaque fois qu'il y avait un rôle qui était proposé, il cherchait une noire, elle n'était pas noire. Exact. Il cherchait une blanche, elle n'était pas blanche. Exactement. Donc, ça lui a pris plein de temps d'avoir un rôle à cause de ça. Son agent d'Hollywood ne savait même pas que sa mère était noire. Elle aurait dû se déguiser en gars avec un pin, ça aurait bien fait. Elle aurait eu un rôle en l'espace de 2 heures. Ouais. C'est le monde dans lequel on est aujourd'hui. Allez voir ça. Pourquoi lui, là? Le roux, il est beau, puis il est cute, puis il a un petit côté, il va à la chasse, puis il a des chums, ça brosse un peu. Il a couché plein de madames, lui, ce gars-là, là, des actrices, des ci, des ça. Il y en a plein. On a fait la liste ce matin à Radio Pirate Prime avec Jerry. Pourquoi il a choisi elle? On le sait, là, c'est pas d'hier qu'une hyper féministe, une hyper gauchiste, une vegan, toutes des astis de patentes que tu n'es pas capable d'endurer plus que 2 semaines. Ben, je vous conseille d'aller écouter le documentaire. Okay. Parce que la réponse est un peu pas là. La réponse. Il aimait les mêmes fondations, les mêmes affaires, les mêmes goûts, les mêmes... Si vous allez voir, là, le déclic s'est fait en Afrique. Le déclic s'est fait en Afrique. Mais je te sens shaky, by the way. Je sens que Meghan est en train de t'acheter. Non. Non? OK. Je te l'ai dit. J'ai été assez fair de mettre une mes ouverture gardes de côté. OK. Parce qu'à un moment donné, là, moi, je me suis fait
Moi, je me suis fait juger toute ma vie, Jeff. Comme toi, tu t'es fait juger. On est le même style de gars, on se fait juger facilement. Jusqu'à temps que les gens nous apprennent à nous connaître personnellement, finalement, ils se disent ah non, Chris Sanson, c'est un bon gars quand tu le connais. Mais Fillon, c'est un bon gars. Mais on a nos gardes contre certaines personnes. Moi, là, j'ai été 20 ans producteur de films. Là. Tout le monde m'appelait pour avoir un job. C'est clair? Oui. Bon. Fait qu'à un moment donné, tu viens tanner de ça, là. Ouais. Il vient-tu te voir pour les bonnes raisons? Si tu es vraiment une bonne personne? Si tu es vraiment un bon gars? À un moment donné, ton entourage, là, tu te mets une garde. Imagine, il faut quand même donner Meghan Markle. C'était une des vedettes dans une série que les gens, si vous ne connaissez pas, allez écouter Suits, c'est 8 saisons, c'est cœur. Hein? Bon. Puis elle, il n'y a pas personne de son crew dans Suits qui a parlé en mal de elle. Là. OK. Et c'est comme ça, c'est en étant au Canada. C'est les gens se demandent pourquoi est-ce qu'elle était chum avec la famille Mulroney, avec la fille, la femme à Ben, là, celle qu'on voit un peu partout, qui a pris un peu plus de distance depuis à peu près 1 an des réseaux sociaux. Puis après ça, elle est chum avec la femme à Justin. Ben, on sait plutôt si c'est sa femme, là. Mais la Québécoise, comment elle s'appelle? Sophie Grégoire. Donc, chum avec Sophie Grégoire. D'ailleurs, ils ont fait un podcast ensemble dans un des premiers podcasts. Elle est chum avec Serena Williams. Elle est chum avec tout le monde. C'est ça. Donc, le gratin, elle connaît ça, là, mais sérieux, Suits, si vous voulez connaître un peu quel genre d'actrice, c'est pas le premier rôle. Là. Elle est genre 5e ou 6e, mais elle fait un job. C'est une très belle femme, by the way. Comme tu expliquais ce matin, belle femme. Elle habitait à Toronto, pratiquement à temps plein. Elle passait 8 mois par année en tournage pour Suits. Il y a eu combien, Suits? 8 saisons? Bon, mais 8 saisons, ça veut dire que tu es 8 ans. Tu es quasiment 8 ans, là. Oh, oui, tu es 8 ans habité Toronto en tournage. C'est ça. Fait qu'à un moment donné, tu commences à être... Oui, tu commences à être pas mal de la place. Hey, juste vite de même, on a parlé de plein de sujets. Il y a l'histoire de Twitter. On sait, c'est confirmé maintenant, les gens avec des discours plus conservateurs, des discours comme le nôtre maintenant. On savait que Twitter a un processus derrière la machine pour empêcher les gens de voir les messages qui ne font pas leur affaire. C'est une histoire incroyable. On va essayer d'en parler tantôt avec Yann Sénéchal. Mais ce que je veux t'entendre parler, c'est l'autre histoire qu'on a parlé hier à la même heure, qu'on a su hier que la grande joueuse de 6 et 9, la vapoteuse, la fille qui n'est pas capable de se lever pendant l'hymne national américain, la fille qui chie sur son propre pays, qui a été sauvée par le pays qu'elle déteste, qui est son pays, les États-Unis d'Amérique. Mais pendant ce temps-là, on a un Marine qui est toujours du côté puis en passant, on l'a échangé contre un des plus grands fournisseurs d'armes à tous les pays douteux et à toutes les organisations douteuses du monde. Donc, très spécial. Puis en plus, c'est que, on le sait, là, depuis cet échange-là hier, depuis que Marc Bergevin Biden a échangé cette grande joueuse-là contre celui qu'on appelle, c'est quoi? C'est le tueur, le marchand de la mort, le marchand d'armes. Donc, la Terre, en ce moment, est une place plus dangereuse depuis que ce gars-là est libéré. Pour ramener quelqu'un qu'on n'est pas sûr, une vapoteuse qui vapote de la marijuana. Et pendant ce temps-là, Carl, on a laissé dans la négociation qui est là depuis 4 ans, un Marine. Il me semble que tu t'abandonnes jamais un Marine. C'est un peu ce qu'on parlait en Prime un matin. Puis moi, qu'est-ce qui me lève le cœur, c'est que toutes les valeurs de base par le Parti démocrate aux États-Unis sont mises de côté. Il n'y a plus aucune valeur. Je veux dire, tu viens de cracher d'en face tout au service militaire. Il ne faut pas oublier, là. Quand tu t'enrôles dans l'armée, je veux dire, tu te dévoues à ton pays. Et la première chose qu'ils t'enseignent, c'est qu'ils ne te laisseront jamais behind enemy lines. Ça a toujours été ça. Et là, hier, pour votre information, c'est qu'un Marine, ça fait 4 ans qu'il est emprisonné en Russie. Pour des raisons nébuleuses, il a été accusé d'espionnage. Le gars, il est là. Et le gars, il n'a rien fait. OK? C'est une histoire politique. Les Américains font la même chose avec les Russes et les Russes font la même affaire avec les Américains. Et ça arrive dans d'autres pays aussi. Là. OK? Il y en a en Chine. On le sait qu'il y a des Canadiens et des Américains qui sont pris en Chine dans des prisons. Puis ça, c'est des affaires de négociation. Le gars d'Hydro-Québec, on n'est pas sûr, là, mais il y en a. Le gars d'Hydro-Québec qui ne parle pas anglais et français. Les Français qui ça mais il travaille pour Hydro-Québec. Ben oui, imagine-toi, toi. Il c'est juste chez nous que ça peut arriver, ça. Je me demande comment... En tout cas, il doit être bien codé. Ouais. Il doit envoyer ça, ses codes en Chine. Non, c'est très douteux. Non, c'est épouvantable. Fait que pour revenir à l'histoire de notre histoire américaine, c'est que ça va encore avec la même histoire des démocrates qui ont abandonné les militaires américains puis ont abandonné l'Afghanistan. Moi, j'appelle ça en cochon. Ils disent que c'est le pire retrait de l'histoire de la politique militaire américaine, de la façon que se sont retirés de l'Afghanistan. Là, ils viennent, tu l'as bien décrit, Griner, la joueuse de basketball,
qui avait été averti de ne pas retourner jouer pour son équipe en Russie. À cause de la guerre. À cause de la guerre en Ukraine. Surtout parce qu'elle, elle joue dans la WNBA, mais quand la saison finit, elle joue dans une équipe russe parce qu'elle veut doubler son salaire. Et elle a même joué dans l'équipe russe au niveau international. Ils ont gagné une Coupe mondiale il y a 2 ans, 3 ans, puis c'était elle qui était le genre de leader. C'est une très bonne joueuse de basket. Mais je veux dire, elle s'est fait dire, va pas là en ce moment. Puis en plus, la nounoune est allée fumer est allée vapoter de la marijuana. C'est qu'elle a amené son stock des États-Unis dans ses valises. Puis elle s'est mise à voyager en Russie comme ça a voyagé ici aux États-Unis. Puis on sait très bien, puis c'est écrit là-bas, là. La drogue, il n'y en a pas en Russie. Ben, en tout cas, si tu te fais pincer, si tu te fais pincer, là, c'est pas compliqué, c'est 25 ans de hard labor. Là. Quand tu es en Russie, prends de la vodka si tu as besoin d'être buzzé. Voilà. Tu ne feras pas écœurer jamais, au contraire, tu vas avoir des high-fives. Tu peux en prendre beaucoup. Le mot vodka en Russie, ça veut dire de l'eau. C'est ça. C'est carrément, carrément de l'eau. Thank you, man. Carlos the Punisher, c'est un plaisir de t'avoir avec nous. Mais non, j'ai une autre affaire à vous jaser juste vite. Vite. Vas-y donc. Vous devez aller voir Avatar. Hein? Vous devez aller voir Avatar. À quel cinéma on va voir Avatar, Jerry? Au cinéma Lido de Lévis, puis le cinéma des Chutes à Saint-Nicolas. Yes, donc, voilà. ça va être dans 8 salles à partir du 16 décembre. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui attendent le film. Toi, c'est ton buzz, hein, Avatar. Le premier, t'aimais ça, là? T'as pas vu le premier? J'ai pas vu le premier. Juste les images, c'est pour moi... Moi, je suis pas mal assez basic dans le cinéma. Là. Non, Jeff, moi, je suis Top Gun. Là. Non, OK. Ben, si t'aimes Top Gun, tu vas aimer Avatar. Sais-tu pourquoi? Mais ça, il y a des bébites bizarres. Non, c'est parce que c'est du motion capture. Donc, c'est Jeff qui fait de l'acting, mais qui est enrobé de couleurs. OK, j'en peinturé un peu. Tu as regardé La planète des singes? Les derniers? Pas les derniers. Planet of the Apes, c'est du motion capture. Les yeux des singes, les yeux des humains. Tu peux pas être plus réaliste que ça. Là. Donc, Avatar, c'est pas la même chose que tu as déjà vu. Là. C'est pas le même style de film. C'est pas rien. Là. Donc, toi, tu dis c'est flyé au bout. Puis, juste vite. James Cameron a fait le premier film qui a passé le cap du milliard avec Titanic. Y a-t-il une histoire plus niaiseuse que le Titanic? On sait que le bateau, il essaie de traverser l'Atlantique puis il coule. Oui. Mais on ne savait pas que Kate Winslet se faisait faire une surlutte ça, on savait dans pas. un genre de patente alors que l'eau montait. Là. Et que c'était Leonardo DiCaprio qui avait sorti son engin. Exact. Il n'est pas habitué d'être avec des vieilles de même. Là. Non. Justement, il est avec des jeunes. Fait que James Cameron, qui est le king d'Hollywood, après ça, il a fait Avatar. OK, il était 10 ans à faire des productions IMAX pour apprendre la 3D et tout. Il a fait Avatar. Il a battu le record du milliard encore plus. Là, il a fait 5 films ensemble. Il en sort 1 ou 2 ans, donc 2022, 2024, 2026, 2028, les suites. C'est du motion capture. Il y a une grande première à Londres, il y a une couple de jours. C'est pas compliqué. Tout le monde a leur mâchoire a débarqué. Ah ouais. Les plus belles images, une des plus belles histoires. Le storytelling est écœurante. L'action, la 3D et tout, allez voir ça. Moi, Carlos the Punisher, j'ai mes billets. Je le vois le 15. Je vous en parle le 16. Oh, ça, c'est hot. On va voir en primeur, donc, la première critique de Avatar. Thank you, man. Carlos the Punisher pour ouvrir le premier bloc de Radio Pirate Live. Mon nom est Jeff Fillion. On suit avec Yann Sénéchal dans les prochaines minutes. On a également Nicolas Gagnon qui va être avec nous dans l'autre bloc. Et une boîte spéciale, celle du vendredi, c'est la boîte à PIDS avec notre chum Jerry. On vient. RadioPirate.com. A definite breakthrough step in home entertainment. This is going to give you the energy to go on. Radio Pirate. Radio Pirate. Le retour sur Radio Pirate Live à ce vendredi. Thank you à Carlos the Punisher pour une ouverture extraordinaire. On file vers notre chum Yann Sénéchal pour sa deuxième visite hebdomadaire. On l'a en début de semaine, mais aussi en fin de semaine. Il y a le temps de se passer bien des choses entre les deux. Yann, t'es salué, mon ami. Commençons par... tiens, j'ai envie de t'entendre sur des choses qu'on savait. Mais les gens qui avaient soulevé ça il y a quelques années, les premiers qui ont soulevé qu'on était probablement les voix conservatrices du monde entier, principalement celles américaines,
étaient manipulés par en arrière dans les grandes compagnies de Silicon Valley très démocrates. Et là, on se faisait traiter de non. Ben oui, franchement, ben oui. Ça, c'est du complotisme, c'est de la grande, c'est des théories complètement loufoques, c'est pas vrai. Ces gens-là vous laissent libre. Et là, ben, avec l'arrivée de Elon Musk, je dirais que le rideau est tombé. Et là, on voit toute la vérité derrière ça. Et sérieux, c'est au-delà des gestes, au-delà de savoir que c'est arrivé pour vrai, puis ça confirme ce qu'on se doutait depuis longtemps. C'est quand même inquiétant de savoir qu'on se bat à armes inégales. C'est-à-dire que nous autres, les conservateurs, les gens comme nous, en général, c'est quelqu'un qui a un camion de plomberie, puis qu'il n'y a pas bien de pouvoir à part que d'arranger des toilettes brisées, puis de passer des tuyaux dans une maison. Même chose pour un gars de construction. Il y en a un autre qui fait telle affaire. Mais tu sais, c'est des jobs qui sont normales. Tandis que eux, la gauche et ceux qui sont capables de manipuler un peu, je dirais, pas mal, beaucoup, la démocratie avec les outils qu'ils ont. Ils sont dans les médias, ils sont à Hollywood, ils font des talk shows en fin de soirée à la télévision. Ils s'en vont en politique. Ensuite, ils dominent le Silicon Valley puis tous les développements d'applications qu'on va se servir maintenant pour soi-disant s'informer, soi-disant s'échanger des choses. Finalement, on n'est pas équipé pantoute quand on regarde l'armée de l'autre côté. Ils sont puissants en tabarnache. Oui, en même temps, j'ai toujours un fond en dedans de moi qui est confiant de certaines choses. Le talk radio, par exemple, a toujours été dominé par la droite. Puis la logique derrière ça, évidemment, c'est que justement, comme le média télé était monopolisé pratiquement par la gauche, il y a plusieurs gens qui ont une sensibilité plus à droite qui ont fini par délaisser ça, puis se sont rabattus souvent vers la radio. En plus, d'une manière générale, les cols bleus, les gens plus en banlieue, tout ça, les gens en télétravail vont avoir plus de facilité à écouter de la radio que de la télé, parce que l'image demande trop d'attention. Et les marchés de droite se sont, au fil du temps, quand même développés quand même vraiment, vraiment bien sur le talk radio. Sur les réseaux sociaux, au début, c'était quand même la grande liberté, les réseaux sociaux. Il ne faut pas penser que ça fait pas si longtemps que ça qu'il y a un contrôle par algorithme sur les réseaux sociaux. À la base, ça fait pas si longtemps que ça qu'il y a des réseaux sociaux. Mais le contrôle par algorithme, ça doit commencer aux alentours de 2012-2013. Puis à mon avis, ils n'ont pas taponné la politique au début. C'est venu un peu plus tard par après. Puis j'ai l'impression, honnêtement, que la réponse à ça, c'est justement Elon Musk. Il y avait une anomalie de marché. Il y avait une tentative par une certaine gauche de monopoliser ces réseaux sociaux-là, de tasser des gens qui n'aimaient pas. Et veux pas, malgré tout, il y avait des comptes de droite qui étaient très, 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 très populaires sur les réseaux sociaux parce que même si tu essaies de les tasser, ça pogne quand même parce que la demande était là. Parce que justement, la raison pourquoi la demande est si élevée pour le matériel des producteurs de contenu de droite sur le talk radio ou sur les réseaux sociaux, c'est d'abord et avant tout parce que les médias traditionnels sont monopolisés par la gauche. Donc, veux pas, la demande du marché est réelle pour ça. Fait que même si on essayait de l'étouffer puis de l'éteindre, qu'on s'est rendu compte, c'est qu'à un moment donné, ça a fait que Twitter est devenu une compagnie un peu en perdition, puis elle se cherchait, puis elle avait de la misère à obtenir de la croissance. En plus, elle a supprimé le plus gros compte qu'elle avait, qui était celui de Donald Trump, qui était le compte le plus populaire. Fait que ça les mettait dans une position de vulnérabilité, à mon avis. La raison pourquoi Elon Musk est capable de se payer Twitter, c'est parce que Twitter ne valait pas si cher que ça. Mais est-ce que Twitter, si justement il n'aurait pas agi de cette façon-là, il aurait été plus libre, il aurait laissé les gens s'exprimer d'une manière plus intéressante, il aurait créé vraiment l'algorithme avec la seule pensée de maximiser leur profit et non pas de jouer sur l'aspect politique des choses, est-ce qu'il aurait fait plus d'argent? Est-ce qu'il aurait été plus profitable? Est-ce qu'il aurait été plus difficile à acquérir pour Elon Musk? Moi, je pense que oui. Je pense que la raison pourquoi Elon Musk est capable d'acquérir Twitter, c'est que Twitter s'est elle-même mis dans une position vulnérable en sacrifiant une partie de leur clientèle pour des raisons idéologiques, puis en ont payé le prix. La réponse du marché à ça, c'est Musk. Puis il revient balancer un peu tout ça, puis lui, en acquérant cette compagnie-là, il est dans une philosophie où il dit, écoute, il faut que je sois transparent, il faut que j'augmente la liberté de ce réseau social-là. C'est de cette façon-là que je vais maximiser mon profit, puis je vais rentabiliser l'achat que je viens de faire.
Allez pas penser que Musk n'est pas un capitaliste puis qu'il le fait purement par idéologie. Là. Il est quand même capitaliste puis il veut faire de l'argent avec Twitter. Fait que c'est ce qui me donne confiance un peu dans tout ça. Puis tu sens un lent déclin de Facebook, puis on se doute évidemment que Facebook taponne beaucoup dans les aspects politiques de ses affaires. Puis si Facebook continue à décliner on a pas mal les preuves, là. On a pas mal les preuves parce qu'on on a la preuve que le FBI est allé chez Facebook pour l'histoire d'Hunter Biden. On a même déclaré à Facebook que la campagne qui s'en venait, il fallait faire attention de faire attention aux Russes ou encore aux Chinois, etc. De faire attention également aux conservateurs et aux républicains sur telle ou telle chose qu'ils pourraient amener. Donc, il y a vraiment... Tu sais, je veux dire... C'est quand même, je sais que le FBI, c'est politique à mort depuis toujours, mais tu sais, je veux dire, on parle d'une des plus grandes démocraties du monde. Et là, on voit ça, puis tu sais, je veux dire, on peut le ramener à la sauce québécoise. Tu disais tantôt, la sauce québécoise, elle est très concentrée à Québec, ce que tu dis. Là. À Montréal, ce que tu parles, à Montréal, il n'y a aucun désir d'avoir des conservateurs. Éric Duhaime ne réussira jamais à Montréal tant il y a aussi longtemps qu'il n'y aura pas un seul média, il n'y a pas une seule radio à Montréal. T'sais, la radio est très mauvaise à Montréal parce que si on la met à l'échelle de Québec, elle devrait avoir du 200-300 000 au quart d'heure pour Paul Arcand. Ils se contentent de 100 000. Donc, il y a des raisons de ça, c'est clair, parce qu'ils sont tous du même bord et ils sont prévisibles à mort. Mais il n'y a pas cette présence-là. Et je regarde les propriétaires montréalais des stations de radio qui ont carrément déchenolé les stations de radio de Québec. Puis on le voit dans les résultats d'hier, même si c'est des résultats sur un an. On voit une tendance claire sur les 25 ou 30 qui ont été sondés. Et malheureusement, le marché de Québec va probablement, d'ici quelques mois, délaisser au niveau des codes d'écoute un marché qui était traditionnellement conservateur de droite pour s'en aller vers deux gars qui ont baisé les pieds du gouvernement depuis 3 ans et demi. Et ça va arriver un peu par défaut parce que, justement, il y a des boss de radio, comme les woke chez Twitter, qui sont en train de vouloir avoir la paix et qui ne veulent plus entendre des gens comme nous autres. Donc, là aussi, même dans un petit marché comme nous, ça tient à rien, ça tient à une décision, ça tient à une personne. Je peux te dire en affaire, regardons aller Radio X depuis quelque temps et regardons dans quelle direction s'en vont les sondages avec une perte de 15 à 20 quasiment à l'antenne sur l'antenne à grandeur hier. Et là, si tu dis, bon, ben ça, c'est la dernière année, à chaque fois que ça va avancer, on va perdre un autre 15 peut-être un autre 10 là, c'est le 93 qui prend la pôle. Eh bien, pour Éric Duhaime, ça va être dur en tabarnache. Puis je comprends que les gens qui sont conservateurs, probablement qu'ils sont pour l'éternité à partir d'aujourd'hui, mais ils vont devoir aller quelque part pour savoir qu'est-ce qui se passe avec Éric Duhaime. Il y a peut-être Facebook, mais dans les médias traditionnels, il n'y en a pas. Donc, moi, je suis plus inquiet que toi. Je sais que le marché peut arranger des choses, mais moi, j'ai été victime de ça. Je sais exactement comment ça se passe. Et Éric Duhaime, ça va être son plus gros défi. Ça, moi, personnellement, tu sais, je suis quand même un nobody. Là. Je veux dire, j'étais un chroniqueur dans ton show. Quand on décide de décoller nos patentes de notre côté, en toute honnêteté, j'aurais pas pensé qu'à chaque midi, chacun des podcasts qu'on fait ramasserait entre 7 000 et 10 000 auditeurs, honnêtement. Tu sais, c'est... Fait qu'à un moment donné, la réponse du marché dans les marchés alternatifs aussi. Puis, tu sais, je connais pas tes chiffres à toi, mais je me doute que c'est un multiple de ce que je fais. Fait que, tu sais, à un moment donné, tu es là, tu dis, crime, est-ce que ce marché-là, secondaire ou alternatif, peut exister avec une radio très forte à droite de l'échiquier politique dans la région de Québec? À mon avis, non. On aurait pas mal plus de misère, justement, si la concurrence était plus forte. Ou bien, si tu étais carrément toi-même déjà encore en ondes à Radio X, par exemple. Fait que, tu sais, c'est... Le marché a la possibilité de s'ajuster au fil du temps. Puis moi, tu sais, c'est plate à dire, mais s'il y a un déclin du discours de droite dans les médias traditionnels ou même dans les talk radio de la région de Québec, ben, en bout de ligne, je sais une chose, c'est qu'il va y avoir beaucoup plus de gens disponibles sur Internet pour écouter ce que nous, on a à dire de notre côté. Puis c'est pas que je le souhaite, là, honnêtement, parce que je sais que c'est plus facile pour monsieur, madame, tout le monde, la radio traditionnelle. Parce que si t'es dans le char, tu changes pas le poste, puis t'es satisfait de ce que tu entends là à journée longue. Non, mais pas rien que ça. Pas rien que ça. Moi, parce que, ultimement, je me fous un peu de tu sais, je suis content. Moi, hier, je regarde les codes d'écoute, puis si demain matin, on pouvait être dans le top 10 des émissions avec des chiffres, je pense qu'on est là. Tu sais, je pense qu'on est capable de concurrencer le top 10 qu'on nous a montré hier avec les chiffres qu'on a. Mais moi, je pense en général. Je veux dire, oui, je peux penser à ma business, c'est correct, mais je veux dire, ultimement, moi, je ne gagne pas. Moi, j'ai
j'ai de la peine de voir ce que Radio X est devenu. C'est pas parce que j'ai été traité comme un cochon, puis qu'on m'a crissé dehors comme moins que rien, que j'ai pas à cœur, d'abord, les gens qui sont dedans, les gens qui écoutent, mais surtout aussi les idées et les valeurs qui étaient véhiculées là, qui sont maintenant abandonnées, à part par Dominique Moret le matin, qui sont maintenant abandonnées pour faire place à autre chose qu'on ne sait pas trop c'est quoi. Moi, je pense que collectivement, on a besoin, non pas d'un Radio X affaibli, mais on a besoin d'un Radio X qui est 100 fois plus fort qu'il était auparavant, puis on a besoin de d'autres radios comme celle-là ailleurs au Québec. Parce que le but, c'est de ne pas voir des messieurs de 75 ans sur un banc d'hôpital, seuls, abandonnés, sans une couverture, et de voir que les gens sont manipulés par les médias et que finalement, les gens de Saint-Jean-sur-le-Richelieu qui ont vu ce monsieur-là à l'hôpital être abandonné, mais qui ont voté 50 du vote à Saint-Jean-sur-le-Richelieu, justement parce qu'il n'y a pas de radio comme la nôtre dans ces coins-là, justement parce que les médias ne font pas leur job. Une personne sur deux a voté pour la CAQ à Saint-Jean-sur-le-Richelieu. Donc, de voir ce monsieur-là abandonné dans le système de santé, c'est la plus grande peine qu'on ne peut pas voir de voir un monsieur comme ça. Ah oui. Mais dans la place, là-bas, vous avez décidé de continuer et continuer dans la médiocrité, ça donne ça. Le seul moyen de changer, Éric peut se promener, il peut faire des Facebook, mais sacrément, à un moment donné, il va falloir qu'on arrête de pognasser dans le derrière d'un réseau social. Il va falloir avoir des boss de radio L'opportunité manquée dans les derniers temps, c'est Nouveau Télé. Dans le sens que quand Nouveau arrive en ondes, qui est un peu la refonte de TQS, mais je pense que c'est Bell qui est derrière ça, ou peu importe. Hey, t'es là, tu sais. Hey, Nouveau, puis en plus, on utilise une terminologie qui fait, hey, ça va être vraiment différent d'habitude. Là, t'es là, tu dis, ah, OK, on va regarder. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que, justement, ils vont finalement allumer qu'il y a une partie du marché qui est complètement ignorée, puis ils vont décider de sauter dessus? C'est pas arrivé. Et on va engager des gens à Simon Buis pour la région de Québec. Et tabarouette, vous avez vraiment compris la game, les amis. Vous allez avoir beaucoup de Geneviève succès. Peterson. Ben, c'est exactement. Fait que là, t'es là, tu dis, OK, vous avez. On va attendre quelqu'un se réveille. Ce qui arrive au Québec, par contre, puis le Québec est dans ce cas-ci plus particulier que les Américains, c'est qu'on est un marché extrêmement petit. Fait que dans le monde du talk radio régional, je pense qu'il y a de la place pour faire de la profitabilité avec un certain discours, puis d'avoir même les deux discours. Tu sais, tu peux avoir Radio-Canada et Radio X qui est viable au Québec dans le talk radio. La minute que tu mets des caméras, de l'éclairage, des maquilleurs, puis un setup télé traditionnel, je pense qu'il n'y a plus de rentabilité à avoir au Québec. Tu as juste à regarder le titre de TVA, comment ça va pas bien en bourse, que tu te rends compte que même pour TVA, faire des profits, c'est quelque chose de difficile. Malgré toute la convergence et le quasi-monopole qu'ils ont, ils ont de la misère à faire de l'argent pour de vrai. Fait que tu es vraiment dans une position à ce moment-là où est-ce que les détenteurs des médias deviennent extrêmement idéologiques parce qu'ils ne le font pas pour la profitabilité. C'est difficile d'être profitable. Ils le font parce qu'ils ont une autre business qui a rapporté de l'argent, puis ils s'amusent avec les opinions, puis ils veulent jouer avec les Québécois, puis le pouvoir médiatique leur donne ça. C'est un peu ça. Puis ça, c'est freak quand tu y penses. Puis c'est ça qui nous rend extrêmement vulnérables au Québec. C'est qu'on est à la merci de gens comme ça qui étaient pendant un temps les démarrer avec Jessica, puis Pelado avec Québécois, qui sont pas là pour faire de l'argent, ils sont juste là pour leur idéologie personnelle puis manipuler un peu la population parce que de toute façon, il n'y a pas d'argent à faire avec le média télé au Québec. Tu es vraiment dans une position où est-ce que tu dis crime. Puis là, rajoute à ça la sauce que le gouvernement commence à subventionner puis commence à vouloir influencer. Là, tu as la recette parfaite pour que ça fasse de la merde pour de vrai. Là. On est vulnérable dans notre petitesse ici, c'est l'enfer de ce côté-là. Et ça donne ce qu'on peut voir, c'est-à-dire le sondage sur François Legault, en fait sur les premiers ministres on a interrogé le monde de chacune des provinces et François Legault, c'est le premier ministre favori au Canada et la comédienne Louise Latraverse, une bonne péquiste caquiste qui baise toujours les pieds de... Puis elle est drôle, là, regarde... Elle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle amuse le monde sur Twitter. Les gens pognent pas mal. Mais dans le fond, elle dit, parce qu'elle dit, si ça peut arrêter le monde de chialer, voici l'article qui nous montre que François Legault est le premier ministre favori au Canada. Et là, elle mange regarde, c'est des cordes et des cordes de bois vert, comme on dit. Et là, elle se fait traiter de tout et non. Mais dans le fond, elle a complètement raison. Oui, mais c'est parce qu'elle dit pas à bonne place. C'est pas une nouvelle inventée. Elle a raison.
les chiffres qu'il y a là sont vrais. Les imbéciles de Québécois ont répondu au sondage, puis ils ont dit que les losers, comment ont été traités, puis comment, juste pour une Christie d'histoire de chèque, by the way, là, regarde, de se faire bouffonner par un gouvernement, d'avoir des gens qui nous prennent pour des bébés lala, puis qui nous disent quoi faire, puis qu'à l'heure rentrer, puis où aller manger, puis quoi mettre dans notre face, puis etc., puis combien de nombre de piqûres que tu vas avoir. Les Québécois, ils aiment ça. Donc, pas tort tant que ça, là. Mais si on regarde ce que ça nous amène, ça nous amène avec des problèmes dans les hôpitaux, puis les gens chiolent. Là, je vous chiolez. Vous avez voté de continuer. Après ça, on voit les gens qui... le ministère, il n'y a pas le ministère, mais le ministre de l'Économie hier qui va dilapider un autre quasiment 2 milliards de dollars en donnant ça aux gens de 70 ans et plus. Donc, vraiment, les boomers vont vider le buffet avant de partir. C'est extraordinaire, mais c'est ça qui est arrivé. Moi, j'ai croisé des gens pendant la campagne qui écoutaient Radio X, des gens de 75 ans, et qui l'aimaient, le discours de Éric Duhem. Mais à un moment donné, ils ont dit, ouais, mais Éric Duhem, je l'aime bien. Il a-tu de l'argent, lui? Il est là, il a des chances de gagner, puis il veut me donner un chèque de 2000$ puis un de 400. Moi, je vais voter pour lui. C'est exactement ce qu'ils font. Il les remercie. Hey, excuse-moi. Le Duplessis, on disait que c'était un crotté. Il achetait le monde avec des frigidaires. Ça, c'est quoi, ça? On a fait pire. On a fait pire. Louis Lemieux, Louis Lemieux, là. Ici, Louis Lemieux. Mais Louis Lemieux, il était assis sur un banc de parc, puis il disait aux personnes qui étaient là que, de l'argent, voulez-vous de l'argent, vous autres? Ça serait-tu le fun d'avoir de l'argent? C'est incroyable. Non, mais, oui, mais Louis Lemieux, c'est le député de quelle place? Saint-Jean-sur-le-Richelieu. Le monsieur qui est couché sur le banc d'hôpital, il a voté Louis Lemieux. Tu penses? Garanti. Ben oui, garanti. Hey, ce qu'on l'apprend, là, le 2000$ aux personnes de 70 ans et plus, là, c'est un crédit d'impôt remboursable. Là. C'est quoi que ça veut dire, ça, pour les gens qui se demandent? On va-tu avoir de l'argent? Comment ça marche, Yann? Je l'ai pas regardé tant que ça, mais le crédit d'impôt remboursable, c'est que un crédit non remboursable, c'est que il faut que tu payes de l'impôt pour l'avoir. Et voilà. Ça, c'est vraiment important. Le remboursable. Crédit d'impôt remboursable, c'est que tu n'es pas obligé de payer de l'impôt pour avoir ce crédit d'impôt-là. Donc, tu peux faire ton rapport d'impôt, payer absolument, avoir gagné, je sais pas, 12 000$ dans ton année, payer absolument rien et avoir droit au crédit d'impôt. C'est ça la différence entre les deux, entre le remboursable et le non remboursable. C'est aussi simple que ça. Donc, tout le monde, la majorité vont avoir écoute, pourquoi c'est 1,5 milliard, je pense que ça va coûter. Juste ça, là. Boum, boum, boum. Ça, comme Jeff, tu viens de dire, ça, c'est un cadeau. T'sais, ils ont été élus par ces gens-là. Ils leur disent merci, tout simplement. Non, un Québécois, c'est achetable. Puis ça augure pas bien pour les futures élections parce que c'est des mesures. Tu sais, quand une mesure fonctionne, généralement, elle est copiée l'élection d'après par d'autres partis. Oui. Donc, on connaît la direction que tout ça va prendre. Ça va être la surenchère des chèques. Ça va être dégueulasse, honnêtement. Pour un conservateur fiscal, là, la prochaine élection, vous allez avoir mal au cœur. Ça va être cynique puis pas à peu près. Est-ce qu'on va ramener de la décence dans ça? Probablement pas. Est-ce qu'il y a de l'espoir au niveau médiatique? Moi, je pense qu'au niveau radiophonique, oui, il y a toujours de l'espoir, mais présentement, avec les joueurs présents sur le marché, ça n'arrivera pas. Puis quand je parle des joueurs, je ne parle pas des animateurs. On va parler des actionnaires des stations de radio. Moi, je pense qu'il est là le bug présentement dans les marchés de radiophonique. Les radios sont très... C'est un média qui est réputé pour être extrêmement proche de sa population. Extrêmement proche de sa population locale. Étant donné que la région de Québec puis les alentours, c'est très conservateur naturellement, que le discours conservateur fait des petits très rapidement, normalement, ça devrait être un marché naturel pour la radio parler dans cette région-là. La raison pourquoi ça l'est de moins en moins, c'est qu'on veut prendre moins de risques. La raison pourquoi on veut prendre moins de risques, c'est qu'on a des bébites qui ont construit une marque de commerce au fil du temps puis qui sont rentables, carrément, puis que le dividende est bon, puis on se satisfait de ça. Quand tu as un jeune investisseur dans une entreprise qui veut augmenter son profit, qui veut augmenter sa rentabilité, exemple Elon Musk avec Twitter, ça donne un dynamisme puis une mini-révolution à l'intérieur de l'entreprise qui est intéressante et qui est le fun.
Mais quand tu as une entreprise qui se gère pour ramasser un dividende, ben, c'est un autre type de gestion. On va plus du côté de la sécurité que de l'innovation. Puis ça a toujours été ça en entreprise. Il y a plusieurs entreprises qui se révolutionnent au fil du temps avec des changements dans l'actionnariat. Puis quand tu regardes les conglomérats médiatiques, tout type de médias confondus au Québec, ben, ce que tu sens, c'est qu'il y a un actionnariat qui est très vieillissant. Donc, est-ce que cet très peureux, qui regarde ce qui se passe dans la presse. Si quelqu'un dans la presse, comme si la presse avait le même pouvoir qu'il y a 25 ans. Ouais, si c'est dans la presse, là, il a parlé de moi, donc l'animateur m'a mis dans le trouble. Moi, don't get me wrong. J'ai jamais été aussi heureux que depuis les derniers mois. Donc, des fois, il arrive des choses, puis c'est pour un bien, mais c'est pas de moi que je parle. Mais c'est quand même bizarre qu'on est dans un marché hyper conservateur. Et que dans les dernières années, André Arthur est mort pas de micro. André Arthur avait ses défauts, il n'était pas capable de s'adapter à la nouvelle réalité. Tu t'en crisses. Tu dis, André, tu me tapes de quoi à 9 h le matin, je l'écoute au complet, j'enlève toute la marde que tu vas dire, me mettre dans le trouble, puis tu vas jouer à midi, OK? Mais tu vas mourir avec moi avec un micro, puis regarde, on va s'occuper de bien te gâter. Surtout qu'il y avait ce désir-là de son côté. Là. C'est ça. Gilles Parent n'a pas de micro. Gilles Parent n'a pas de micro pour une raison qu'on ne sait plus trop, puis que finalement, c'était des affaires qui arrivaient comme ça se passait dans toutes les stations de radio depuis que je suis là-dedans. Je suis là-dedans depuis 84. Si vous pensez que c'est les pires affaires que j'ai vues dans ma vie, vous êtes mêlés. Là. Gilles Parent n'a plus de micro. Moi, j'avais le plus grand nombre de parts de marché 25-54 probablement de l'histoire de la radio au Canada. 0 téléphone depuis le mois d'avril. Excusez-moi, là, mais la radio... Ah, puis il va du côté des jeunes aussi, Jeff. La relève est où? La relève est où? Le prochain animateur de radio de droite de la région en bas de 50 ans, c'est qui? Il n'y en aura pas de relève. On veut avoir des gens qui ne mettent pas dans le trouble. On veut avoir des gens qui vont parler de dildo à longueur de journée puis de bière de microbrasserie. Chris, c'est pas de même que tu vas bâtir un peuple fort, là. Ben, c'est le même. Regarde, c'est la nouvelle réalité. Puis sais-tu quoi? Si à un moment donné, il y a quelqu'un d'assez riche pour décider de changer ça, bien, si vous avez un peu de valeur, puis que vous avez un peu d'inquiétude, puis que vous voulez changer les choses, il y a des affaires qui vont arriver parce qu'il va y en avoir dans la gang qui va être dans le trouble tantôt. Puis vous allez pouvoir les ramasser pour pas cher, puis ils seront opérés pour le reste il ne reste pas 50 ans, l'histoire de la radio, là, il en reste peut-être une quinzaine d'années max, là. Mais ça peut être 15 ans qui ont un impact sur le Québec, Joël Vert. Ouais. Une des raisons pourquoi le Québec va si mal, on va se le dire, c'est Montréal, câlisse. C'est à cause de Montréal que ça va mal demain. C'est à cause de TVA à Montréal, c'est à cause du 98.5, c'est en raison de la presse, c'est en raison de Radio-Canada, c'est en raison de Guillaume Lepage, c'est en raison du plateau Mont-Royal. Pas le monde de Montréal, mais c'est de la faute de Montréal. Hey, excusez-moi, là, on fait semblant que Paul Arcand, c'est une star. Chris, Paul Arcand, il y a 100 000 au quart d'heure dans le Grand Montréal avec 4 millions de personnes. Si on prend mes chiffres que j'avais, j'aurais 300 000 à Montréal. Qu'est-ce qu'ils attendent à Montréal pour pas m'engager? Moi, je suis sur Radio Pirate jusqu'à ma mort. Mais il doit y avoir quelqu'un, quelque part, qui a un discours qui nous ressemble parce que, d'après moi, c'est pas pire payant. Puis d'après moi, il y a beaucoup de gens pour l'entendre. Mais en ce moment, à Montréal, il y a plein de conservateurs qui ne le savent pas qu'ils sont. Parce que personne leur fait d'offres. C'est drôle, à chaque fois qu'il y a des gens... Moi, la clientèle, là, puis j'imagine que la tienne est la même. OK, depuis XM, il y a eu un énorme changement dans ma clientèle. Radio Pirate Prime, dans mes abonnés, là, dans mes milliers d'abonnés qui ont doublé depuis qu'on a quitté. Nous autres, financièrement, là, ça va bien. Ça va très bien. On est chanceux, on est privilégiés, puis merci à tout le monde. Mais quand je regarde ça, c'est la moitié de la clientèle est montréalaise. On me dit, c'est normal, ils sont 4 millions, puis il n'y a même pas 1 million au Québec. Non, c'est pas normal. C'est parce que... Ils sont plus mal servis. Alors qu'on se fait critiquer à tous les jours, c'est qu'il y a un potentiel énorme à Montréal. Mais personne ne leur parle. La seule chose que quand ils parlent de ce potentiel-là, ils les traitent de complotistes, ils les traitent de ci, ils les traitent de ça. Mais la réalité, c'est qu'il y a un potentiel immense à Montréal. Mais Montréal fait qu'on a la CAQ au pouvoir, que Éric Duhaime est traité comme un moins que rien, puis que finalement, tout ce qu'on voit comme résultante de ça, c'est-à-dire des hôpitaux en ruine, des écoles, pas de cafétéria, on est rendu à ça, là, des polyvalentes, plus de cafétéria, c'est quand même assez spécial. Regarde, c'est le chaos total. Bien, ça part du 5e pouvoir. C'est ça qui est arrivé.
Et le 5e pouvoir à Montréal, c'est de la marde. Puis il y a la révolution qui est nécessaire, puis qui manque présentement, c'est au niveau des annonceurs, dans le sens que les corporations québécoises, le vieux Québec Inc. Est extrêmement timide. La pression vient souvent aussi des annonceurs. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, tu peux annoncer dans une radio, tu peux annoncer dans une télé, tu peux annoncer dans des journaux sans endosser ce qui est dit là. Ça, c'est le bout. À un moment donné, il va falloir que les gars de corporation se retrouvent une paire de couilles au Québec. Je sais pourquoi ils en ont pas. Non. Ils ne sont pas capables. Eux autres aussi sont poignés dans la même affaire. Eux autres aussi sont dans le wokisme par-dessus la tête. Écoute bien, là, les gars de char, là, je comprends que le Journal de Montréal, le Journal de Québec ne sera plus publié le dimanche. C'est une histoire qui était sur le point d'arriver, puis on s'en doutait. Là. Mais la réalité, c'est qu'il y a encore des annonces pareilles dans la version papier du Journal de Montréal et du Journal de Québec, alors que ce journal-là est probablement déposé dans des dépanneurs, personne ne la jette. Il y a encore des agences de pub et des constructeurs automobiles qui achètent de la pub là-dedans. Puis sais-tu quoi? Ils se font traiter de toi et non depuis des années. Le gaz, c'est de la merde. Les chars à gaz. Le 3e lien, c'est no way. On veut plus que le monde ait des chars. Bien, au lieu de dire, ben Chris, je n'irai pas annoncer dans un journal qui, à longueur de journée, dit que les chars, c'est tous les problèmes de la Terre, je vais aller ailleurs. Ils continuent à mettre de la pub dans le journal. C'est quand même quelque chose, là. Oui, effectivement. Fait que, tu sais, les problèmes du Québec au niveau médiatique, c'est pas qu'ils se règlent pas. C'est que présentement, on sent qu'il n'y a pas de volonté de le faire. Le gouvernement a beau jeu là-dedans. Puis la recette qui a été trouvée par la CAQ récemment est quand même magique. Le pouvoir qu'ils se sont donnés avec les gros budgets publicitaires de subventionner indirectement les médias, c'est un grand pouvoir qui, honnêtement, je pensais qu'il leur était pas accessible, mais finalement, on se rend compte qu'il l'est. Le pouvoir de donner ou non un budget publicitaire de manière discrétionnaire selon ce que tu vas dire ou non, ça n'a pas un impact juste sur le média qui est menacé par le gouvernement. Ça a un impact sur tous les autres médias qui observent la scène. Fait que, tu sais, quand la CAQ retire à Radio X des publicités pendant un temps, c'est une hostie de niaiserie, ben, l'impact le plus grand n'est pas sur Radio X. L'impact le plus grand est sur tous les autres. Ça a eu un impact. Puis, tu sais, à l'époque, j'en parlais pas parce que les animateurs radio avec qui je faisais des chroniques qui étaient en ondes, mais là, ils sont plus en ondes. Fait que c'est le fun, je peux en parler. À Port-Neuf, j'avais une chronique de ce côté-là. J'avais pas le droit de parler de COVID, j'avais pas le droit de parler politique, je pouvais juste parler de finances. À Rivière-du-Loup, j'avais une chronique. On m'a demandé spécifiquement pendant 2 mois de temps de ne pas parler de la COVID. Parce que ça ne faisait pas l'affaire. Ils avaient peur de perdre les subventions. Les boss avaient peur de perdre. Ce qui était drôle, c'est que j'avais une autre chronique à Rimouski. C'est les mêmes boss. Puis à un moment donné, je demande à l'animateur, je dis, pourquoi j'ai le droit d'en parler le matin à Rimouski, mais pas à Rivière-du-Loup? Ah, il dit, le matin, les boss n'écoutent pas. Ouais, bonne. Mais tu sais, un moment donné, t'es là, tu te dis, OK, c'est correct, j'en parlerai pas. Ça me dérange pas, moi. C'est vous autres les pires. Quand j'en parle, le monde aime ça. Et à Radio X, j'en parle avec Jeff, puis ça pogne. Si vous voulez pas pogner, c'est votre problème. Là. Oui. Tu sais, je veux dire... à un moment donné, tu vois ça, puis ça venait d'où? Est-ce qu'il y avait eu des téléphones de François Legault directement pour me venir, hey, là, si c'est... Mais non, ces téléphones-là n'ont jamais eu lieu. C'est juste qu'ils ont tous vu ce qui s'est passé à Québec avec Radio X, puis il y avait toute la chienne. Ils ne voulaient pas les perdre, les subventions puis les publicités, parce que leur budget en dépendait. Fait que la CAQ n'est pas folle à temps plein non plus. Ils ont vraiment trouvé une solution facile pour avoir les médias dans leur poche. Les médias, présentement, n'ont pas un désir d'indépendance incroyable. Ça, c'est surprenant parce qu'ils se disent le 4e pouvoir puis tout ça. Mais ils n'ont pas le désir d'indépendance que ça prend pour faire une bonne job. Fait qu'on est obligé fondamentalement de se rabattre sur les médias alternatifs à cause de cette raison-là. Mais l'opportunité d'affaires va toujours être là. À un moment donné, la journée qu'il y a quelqu'un qui va se décider de racheter une radio puis de dire, écoute, on repart la patente, là, puis on revient un peu sur ce que Radio X était au début des années 2000, puis ça pourrait peut-être marcher dans le marché de Québec. Moi, je suis sûr que ça va exploser, puis ça va être faisable, puis ça va être payant. Il n'y a aucune raison que ça ne le soit pas. Le marché, c'est un marché surtout naturel. Que toutes les radios de musique vont mourir avec la décision du CRTC d'hier. Ça, c'est mort, là, c'est fini. Si vous êtes des stations, surtout à Montréal, si vous avez des stations de musique francophones à Montréal puis ailleurs au Québec, avec la décision du CRTC de maintenir les quotas de musique francophone avec tout ce qu'on a maintenant sur YouTube, sur Apple Music ou encore sur Spotify, c'est vraiment du monde qui sont complètement sont ailleurs dans une stratosphère que je connais pas. Les autres sont complètement déconnectés. Et en plus, ils ont rajouté que
Parce que les gars de programmation, on a fait ça il y a une vingtaine d'années facilement. Il y a 20-25 ans, on avait commencé à faire ça. Ça veut dire qu'on mettait un montage de tunes, on coupait les tunes à 1 minute et demie, on mettait genre 25 tunes en l'espace de 15 minutes, puis ça comptait pour une chanson anglaise. Puis pendant 15 minutes, les gens avaient l'impression d'écouter autre chose que de la musique poche québécoise, même si leur tune préférée, au lieu de durer 3 minutes 25, durait 1 minute 15 ou 1 minute 30. Mais ça faisait des montages intéressants. Bien là, maintenant, toutes les pièces anglophones qui sont dans ces montages-là vont être comptabilisées dans le nombre de chansons. Donc ça, je peux vous dire une affaire. C'est la fin de la musique dans les stations francophones du Québec. C'est terminé. Ah, c'est une catastrophe. Fait que, tu sais, c'est de valeur de voir tout ça aller. D'un autre côté, il faut que les gens aillent sur le net le plus vite possible. Parce qu'on se rend compte de tout le taponnage qu'il y a dans les médias traditionnels. Et sur le net, la beauté, pour l'instant, c'est que c'est facile de monter un petit média puis d'aller chercher une rentabilité quand même assez rapidement. Ça se fait pour de vrai. Ça se faisait pas il y a 10 ans. Puis encore moins en 2006. Ce que tu as fait, ça n'a juste pas rapport. Ce que tu as fait en 2006, ça n'a pas rapport. Il n'y a personne qui était capable de faire ça tant que ça à cette époque-là. Ça prenait un christinement solide pour faire ça. Mais c'est plus le cas en 2022. En 2022, ce que je viens de dire là, c'est plus vrai. Il y a moyen vraiment de se créer une crédibilité puis se créer quelque chose de le fun. Puis de faire ça d'une manière sérieuse, puis même de faire un peu d'argent avec ça. Fait que, tu sais, à un moment donné, ça, c'est toutes des bonnes nouvelles. C'est ce qui me rend quand même le côté optimiste de tout ça. Mais là, de dire, est-ce qu'on va réussir à déploguer un boomer de TVA, ça n'arrivera pas demain matin. Là. Non, ça va. Non, je pense pas que ça va arriver jamais. Le temps, non, il faut les laisser le temps qu'ils vont faire son œuvre et que ces gens-là vont disparaître tranquillement, pas vite. Hey, thank you, Yann, c'est super bon. C'est vraiment intéressant. Ça faisait très vendredi en plus. Yann Sénéchal, votre conseiller.net, son podcast, bien sûr, disponible sur toutes les plateformes inimaginables. C'est bien sûr Frank et... c'est Yann et Frank. Je parlais de dire Frank et Yann. C'est Yann et Frank pour les gens qui veulent avoir plus de Yann. On va y reparler d'ailleurs lundi. Hey, on va revenir dans quelques instants parce que on a un autre bout intéressant. C'est Nicolas qui va être avec nous autres, Nicolas Gagnon. On va parler de politique fédérale puis tout ce qui se trame. Plusieurs histoires qui nous coûtent cher. Le gars m'a dit de quoi? Dans bien des pays, c'est probablement... Il y aurait peut-être la police en avant de chez eux parce qu'il s'amuse avec votre cash et il l'envoie tout partout. C'est vraiment spécial. On parle de ça avec Nicolas dans les prochaines minutes. La boîte un peu spéciale, la boîte à PIDS de Jerry pour le vendredi dans quelques instants, ici même sur Radio Pirate Live. Radiopirate.com. Jeff Fillion. Hey, finalement, le vendredi, souvent, on pense qu'on va prendre ça mollo. Ah, le week-end s'en vient, une petite bière. L'aubergiste nous a donné du vin hier à prendre. Finalement, il y a du stock pas mal. Donc, Jerry est stand-by pour la boîte à PIDS. Jerry, tout est sous contrôle de ton bord, Mr. White aussi? Tout est sous contrôle, tout est sous contrôle. Parfait. Oui, monsieur, tout est merveilleux. OK, good. On est prêt pour notre chum Nicolas Gagnon. Il est le directeur Québec pour le FCC, c'est la Fédération canadienne des contribuables. Contribuable.ca pour plus de détails. Nick, bienvenue sur Radio Pirate pour une Xème fois. Merci d'avoir accepté l'invitation. On parle de milliards gaspillés avec la PCU par le fédéral. Est-ce que je suis le seul qui trouve ça louche qu'on a encore un premier ministre qui donne de l'argent un peu partout, telle affaire d'environnement, les Autochtones, les ci, les ça. Regarde, le cash est dilapidé à la grandeur. On l'a vu pendant la COVID que c'était encore pire que pire. On vient de voir maintenant qu'on a 4,6 milliards de dollars de paiement qui a été versé en trop. Hey, c'est 4 600 millions d'argent. Et c'est-tu moi qui, je ne sais pas au Canada anglais, mais... Ici, ça a l'air à déranger personne. Ben, c'est ça. Dans le Canada anglais, en général, les affaires économiques ont toujours fait un petit peu plus de bruit qu'au Québec. Je pense que c'est une question un petit peu plus culturelle rendue là. Mais oui, cette semaine, je pense qu'on a eu le dévoilement de ce qui pourrait être l'un des plus gros scandales de malversation de l'histoire du Canada. Ben, c'est pas juste le 4,6 milliards. C'est vraiment, c'est encore plus gros. Ça se trouve être la pointe de l'iceberg. Dans le fond, pour mettre les gens dans le contexte, la vérificatrice générale à Ottawa, au Parlement, elle a fait la vérification de toutes les dépenses qui ont lieu durant la pandémie dans les 6 programmes gouvernementaux qui ont été déployés pour aider les entreprises, envoyer des allocations, des PCU, tout le kit. Ça, ces enveloppes-là, ça représente quand même 210 milliards, ce qui est quand même énorme là, sur toutes les dépenses de la pandémie. Puis, dans le fond, on s'est rendu compte
qu'il y a 4,6 milliards qui ont été versés littéralement en trop en prestations fédérales, soit aux employés, aux travailleurs ou aux entreprises. Fait que déjà, c'est 4,6 milliards qui sont en PCU que le gouvernement va essayer de récupérer, mais ça ferait partie d'une enveloppe encore plus grosse qui est d'à peu près 32 milliards. C'est-à-dire, c'est 32 milliards de montants qui ont été versés à des entreprises ou des particuliers qui sont considérés comme suspects puis qui sont sous enquête pour savoir là, où est-ce que ça a été déposé, puis si vraiment c'était des sommes qui ont été obtenues de manière frauduleuse ou si c'est des erreurs de comptabilité. Fait qu'on parle quand même, là, sur le 210 milliards qui a été dépensé par le gouvernement fédéral, tu as genre 15 de ce montant-là qui se trouve être possiblement mal versé. Donc, ça a été perdu dans les limbes, puis le gouvernement fédéral essaie de savoir où c'est rendu. Fait que c'est quand même énorme, parce que comme je disais, le 4,6 milliards, c'est énorme, mais si je dis que finalement, le montant au final en PCU trop versé, c'est 32 milliards, ça n'a pas de bon sens. Et ça inclut des affaires qui ont encore moins de sens. Comme tu as 1,6 milliard là-dedans, que c'était versé à des personnes qui ont juste quitté leur emploi. Parce qu'il faut se rappeler que durant la pandémie, tu avais le droit à une prestation quand tu perdais ta job à cause de la pandémie. Mettons, tu travaillais dans le secteur aérien ou dans l'hôtellerie, ou sinon, tu étais mis à pied à cause des conditions économiques liées à la pandémie. Fait que tu avais le droit à une certaine aide financière. Mais il y a du monde qui ont juste changé d'emploi, qui ont quand même eu droit à cette aide financière-là. D'habitude, quand tu changes d'emploi, le gouvernement ne t'aide pas pour ça, mais ça a l'air que dans ce cas-ci, il y en a qui en ont profité pour 1,6 milliard. Mais tu as aussi 6 millions qui ont été envoyés à des gens en prison. Puis tu as 1,2 million qui a été versé à des gens qui sont morts, carrément. Non, c'est spectaculaire. Regarde, Nick, faut pas oublier que ces gens-là vont se faire écœurer par des fonctionnaires sans cœur, alors que l'erreur a été faite à la base quand ils ont accordé, OK? Je sais qu'il y a des entreprises très douteuses qui ont amélioré leur bilan avec la genre de prime là, pour payer les 75 des salaires. Il y en a qui en ont profité. Et ça m'écœurait toujours un peu de l'entendre parce que les gens avaient l'air comme contents de le faire alors que c'est sûr que le boomerang allait revenir. Mais beaucoup de gens qui se sont fait envoyer des chèques de 2000, du pauvre monde, du monde ordinaire, avec des conditions ordinaires. Et c'est probablement eux autres qu'on va écœurer le plus pour essayer de récupérer un 2000 ou un 4000, alors qu'on sait très bien qu'ils l'ont dépensé et qu'ils ne l'ont pas. Et là, les autres, ils vont être obligés on va les mettre dans la marde parce qu'il y a des fonctionnaires qui se sont fourrés, Joël Vert. Ah, en plus, non seulement ils se sont carrément fourrés, mais en plus de ça, ils essaient même pas de corriger le tir. Ça, c'est l'affaire que la vérificatrice générale répétait constamment durant le rapport, c'est qu'ils n'ont même pas mis en place de mécanismes pour éviter qu'il y ait des abus. Fait qu'ils ont, on s'est retrouvé dans une situation d'urgence, puis le gouvernement s'est pas dit, ouais, ben, avant de garrocher des milliards dans toutes les directions, on pourrait peut-être essayer de mettre des barèmes, puis essayer de mettre des protocoles de sécurité supplémentaires pour s'assurer qu'il n'y ait pas des gens qui font du vol d'identité. Comme on a vu, il y a beaucoup de personnes qui ont été victimes de vol d'identité durant la pandémie parce que des activités criminelles, il y a des groupes criminels qui utilisaient les données, par exemple, de Desjardins là, qui se sont retrouvés sur le dark web, mais d'autres données également pour faire des demandes frauduleuses. Puis éventuellement, c'est ça grossit en fait un ensemble de montants que le gouvernement fédéral a perdu, puis il va tenter de les récupérer. Puis là, pour l'instant, tu as l'Agence du revenu du Canada qui a décidé de mettre en place un programme de remboursement volontaire. En parenthèse, il donne une chance au monde de rembourser les montants. Ben oui. Écoute, sur 32 milliards, à date, ils ont récupéré genre 2,3 milliards. Mais ceux qui remboursent, c'est des gens qui sont conscients, qui ont peut-être reçu plus d'argent que prévu, puis qui remboursent pour éviter d'avoir des pénalités. Mais tous les criminels qui en ont profité, jusqu'aux gens qui sont en prison ou qui sont morts, qui ont reçu de l'argent puis qui s'est versé dans des comptes de fiducie qu'on n'a aucune idée où c'est rendu. Ça, bonne chance pour récupérer cet argent-là. Puis, tu sais, l'enveloppe des dépenses là, qui ont été complètement exagérées durant la pandémie, c'est quand même assez large parce que ça couvre aussi les vaccins. On oublie souvent ça, mais on a gaspillé des millions de doses de vaccins parce que la campagne de vaccination de Trudeau était complètement... écoute, ça partait en queue de poisson au début. La preuve, c'est que tous les autres pays avaient des doses de vaccins, puis nous autres, on attendait des doses d'AstraZeneca qu'on payait plus cher que la moyenne. Ben, on a appris qu'on a perdu juste en vaccins 1 milliard de dollars pour des vaccins qui ont été gaspillés finalement, parce qu'on a acheté trop ou plus que prévu. Fait que tu sais, c'est... Oui, mais Duclos, il dit que c'est pas grave. C'est normal, ça peut arriver sur notre patente. Là. Ben, c'est ça. C'est parce que là, on normalise ça en disant « Ouais, mais tu sais, on a sauvé des vies. » Sauf que c'est l'exemple qu'on sort à chaque fois. Tu sais, comme au Québec, c'est pas grave si on a dépensé autant, au moins on essaie de sauver des vies. C'est toujours l'argument qu'on sort, sauf qu'au final, il faut quand même rappeler que le milieu criminel, ils ont profité de cet argent-là pour s'acheter des armes, pour continuer à faire des crimes. Donc, essentiellement, ça a des contre-coups aussi là, de sauver des vies, entre parenthèses. Là, ça fait aucun sens à ce stade-ci. Là.
Veux-tu que je te donne ce qui me passe par la tête? Puis ça, c'est une affaire qui me passe par la Jerry, tête, Nicolas. Non, moi, regarde, je vais te le dire. Je vais te le dire réellement ce que j'ai dans la tête, puis je suis convaincu que c'est ça qui s'est passé. Le PM du Québec arrive un lundi du mois d'avril. Je crois que c'est le 13, si je me souviens bien. Le 13, il dit « shut down le Québec au complet ». Je vais prendre ici l'exemple pour le Québec. Là, OK, on s'entend dessus. On shut down le Québec au complet à la grandeur. Qu'est-ce qui s'est passé? Le mercredi 15 avril, c'était l'annonce de la PCU par Trudeau. Qu'est-ce qui s'est passé entre lundi 13h et mercredi? Il y a eu des pertes d'emploi, puis il y a eu des CV qui ont abouti à des endroits qui cherchaient de la main-d'œuvre depuis des années. Il y a des restaurants de pizza qui ont accumulé des centaines de CV. Le monde bégait pour des jobs. Le monde braillait parce qu'il disait « Coudonc, Christophe, je vais me faire foutre à la porte de ma job. » Il y a eu une panique généralisée qui a duré à peu près une journée et demie. Le fédéral est sorti le 15, puis ils ont fait le Père Noël. Ils ont dit « On vous donne 2000 piastres renouvelables aux 4 semaines pour... » Je vais prendre ce que j'ai dans la tête là, pour éviter une guerre civile. Oui, si le fédéral ne sort pas le mercredi, puis attend une semaine de plus, je vous le dis, là, il y avait une guerre civile. Là, on défonce les magasins pour acheter de la bouffe. C'est clair. J'en suis convaincu. Honnêtement, je suis totalement d'accord que oui, ça a été déployé pour acheter la paix civile parce qu'on peut voir ce qui s'est passé dans les pays où est-ce qu'il y avait des lockdowns puis où est-ce qu'il n'y avait pas d'aide financière. Essentiellement, les gens n'ont juste pas respecté les confinements et sont tournés à leurs occupations parce que c'est tu travailles ou tu meurs au final, dans plusieurs pays de l'Amérique du Sud ou de l'Afrique ou de l'Asie. On voit en Chine en ce moment le monde qui ne peut pas sortir de leur commerce puis en fait, carrément de leur building où ils habitent puis ils se suicident parce qu'ils n'ont pas d'aide, ils n'ont rien. Fait que je veux dire, possiblement que des scènes similaires, on aurait pu voir ça au Québec s'il n'y avait pas gaspillé de l'argent, si le gouvernement fédéral n'avait pas sorti des programmes d'aide comme ça. Sauf que, tu sais, comme je dis, c'est normal d'amener de l'aide d'urgence aux gens qui sont dans une situation comme celle-là. T'sais, on s'entend que c'est une pandémie, c'est une crise, ça arrive pas à chaque année. Donc, je peux comprendre qu'il y a eu une réaction vive puis rapide là, de la part du gouvernement, mais il y a eu de l'abus. Puis le gros problème, ça va toujours rester que le gouvernement fédéral, surtout en ce moment, il n'essaie pas de corriger le tir. Puis on s'entend que la rigueur budgétaire pour Trudeau, c'était pas important avant la pandémie, ni durant, ni après. Fait que là, on va se ramasser avec quoi? Si on continue à laisser aller des 32 milliards comme ça, qu'on perd la trace et qu'on n'essaie pas de récupérer, ça va donner quoi plus tard avec ça? On va se retrouver avec des factures, des impôts à payer sur de l'argent que le gouvernement garoche à n'importe qui, dont à des morts, puis à des criminels qui habitent même à l'étranger, là, qui ont réussi à percevoir la PCU. Donc, essentiellement, c'est ce que je répète à l'instant, c'est ce que la vérificatrice générale disait également. C'est comme il faut vraiment qu'il y ait des comptes qui soient rendus à Ottawa puis que quelqu'un donne des réponses. Puis en ce moment, il n'y a personne qui en fait. Puis pire encore, tu as Diane Leboutillier, qui est la ministre là, du Revenu national. Elle ne croit pas les chiffres de la vérificatrice générale. Fait que, on s'entend, là, elle, c'est une ministre libérale versus celle qui représente l'institution neutre du Parlement qui évalue les dépenses puis les revenus de l'État. Puis ben là, tu as le gouvernement en place qui est rendu dans le complotisme, qui est en train de dire, ben non, la vérificatrice en général, ben elle dit pas la vérité, ou sinon elle exagère les chiffres. Fait qu'on est rendu dans une genre un combat de bras de fer, littéralement, entre les institutions qui demandent à Ottawa puis à Justin Trudeau de faire preuve de rigueur budgétaire, puis ben la gang de Trudeau qui refuse, en fait, de voir la vérité. Fait que on espère, honnêtement, je pense que ça va prendre une élection pour corriger le tir. Là. J'aimerais dire que ça va prendre un réveil puis que ça va avoir lieu, mais je pense que ça va prendre quelque chose de plus radical. Je vais faire un résumé. Là. Le provincial a paniqué. Le gouvernement provincial a comme un paniqué. Là. Ils ont tout shuté down. Et le fédéral a paniqué. Donc, le résultat de ça, là, c'est deux gouvernements, un qui ne se parle pas, et c'est deux gouvernements qui ont chié dans les culottes. Le résultat de ça, c'est ça. Là. Oui, c'est absolument ça. Puis, je veux dire, on voit aussi, puis on va en parler avec la mise à jour économique, mais on l'a vu que, je veux dire, le Québec, essentiellement, a profité de la PCU. François Legault est en mesure d'augmenter les revenus de l'État grâce à la PCU. Fait que, oui, moi, je parle des trop gros versements, mais il faut aussi parler de ceux qui en ont profité puis qui ne vont jamais dénoncer la situation puis qui ne vont jamais faire pression sur le fédéral pour corriger le tir. Est-ce que, Nicolas, là-dessus, c'est important ce que tu dis là. Parce que moi, j'ai calculé pendant la crise
que le Québec avait tout intérêt à poursuivre. Puis l'Ontario, dans une certaine mesure, était aussi à peu près à la même place, mais le Québec en a rajouté encore plus. Nous, on a fermé des usines, on a fermé des entreprises, on a tout fermé. Et... Ils voulaient fermer l'Alcan. Oui, c'est ça. On voulait même fermer l'Alcan, je vois le vert. Donc, on a tellement fermé, on a tellement confiné tout le monde que, de ce que je peux voir, on a quasiment bouffé la moitié de la dette fédérale à nous seuls, avec les aides aux entreprises et tout, parce qu'on était dans un monde à part. Je pense que c'est pas loin de 40 alors qu'on est 21 ou 22 de la population. Je pense que c'est à peu près 40 de ce qu'on est allé ramasser d'argent que le fédéral a imprimé. Et ultimement, bien, le gouvernement du Québec, tu l'as dit, le gouvernement, s'il arrive des milliards, ces milliards-là se promènent. Il y a de la taxe de vente, il y a de l'impôt, il y a... Donc, ils ont été très gagnants. La preuve, c'est qu'on a pu passer les dépenses, excluant les dépenses de COVID, d'à peu près 105 milliards annuellement à 125 milliards dans le dernier budget. C'est vraiment incroyable ce qui est arrivé au niveau économique, là, alors que tout était pas mal fermé et qu'on était plus proche d'un désastre que de l'Eldorado, là. Oui, puis en plus, tu regardes l'état des infrastructures au Québec, nos programmes et tout ça, si on n'avait pas eu d'aide du gouvernement fédéral durant la pandémie, le Québec faisait carrément faillite en 2021, là, je veux dire, ou à peu près. Je veux dire, les médias aussi, en fait, là, comme vous en parliez juste avant là, que j'arrive, essentiellement, il y a vraiment un très grand nombre de personnes puis d'entreprises qui ont profité largement de la PCE, à commencer par, oui, le gouvernement québécois, puis en descendant jusqu'aux petits criminels. Mais, tu sais, comme tu l'as mentionné, on a fait plus de fermetures d'économie au Québec que dans le reste du pays. On a eu 2 couvre-feux, alors que je pense qu'il n'y a pas eu un seul endroit où il y en a eu un seul. En tout cas, dans le reste du Canada. Puis on a eu aussi des confinements plus sévères, là, où est-ce qu'on forçait les magasins à fermer certaines sections parce qu'on disait que telle mitaine ou des culottes, c'était pas des affaires qui étaient nécessaires, là, ou peu importe. Fait que, tu sais, c'est des mesures qui ont eu un impact sur l'ensemble de l'économie. Puis en plus, les fermetures et les confinements à répétition, ça a provoqué des va-et-vient de main-d'œuvre, ça a provoqué des pénuries de main-d'œuvre dans plusieurs secteurs. Et ça a fait en sorte que les commerces sont restés plus dépendants plus longtemps aux prestations d'aide. Fait que oui, d'une part, on a cette responsabilité, ce manque de responsabilité de la part du gouvernement fédéral qui a versé de l'argent à n'importe qui. Puis tu as ceux, comme je répète, qui en ont carrément profité à cause du contexte puis qui s'en lavent les mains aujourd'hui parce que ça balance les chiffres. Écoute, on a parlé tantôt avec Yann Sénéchal rapidement, mais on peut revenir sur ton deuxième sujet, puis tu en as glissé un mot il y a quelques instants. C'est, je te dirais, les montants d'argent. On parle des premiers chèques qui sont imprimés, là. On a même vu les imprimantes de chèques 400, 600 $ pour certains. Beaucoup de gens qui ont des bons moyens, dont, entre autres, la femme à Michael Fortier, qui est un richissime Montréalais, patron d'une grande banque. Puis elle a dit, c'est une libérale élue, elle a dit, moi, je ne sais pas pourquoi, mais elle a dit, je pense pas que chez nous, j'ai besoin de cet argent-là. Donc, elle l'a remis à une œuvre de bienfaisance. Puis bravo à elle de l'avoir dénoncé, de l'avoir fait. Mais l'argent coule à flot. Moi, je ne veux plus jamais entendre le nom de Duplessis comme étant un crosseur qui achetait les votes. Je ne veux plus jamais entendre ça de ma vie. C'est de la petite bière de prévoir des bouts d'asphalte, puis des frigidaires, puis des patentes de même. Plein de gens, plein de boomers ont voté pour la CAQ justement parce que la CAQ leur a promis des chèques, ce qu'elle leur a donné. Donc, on ne peut pas dire que la CAQ ne remplit pas ses promesses. Et là, hier, on a rajouté lors de la patente économique avec le gars avec la masse d'en face, là, il a même rajouté un 2000 pour les 70 ans et plus. Et moi, j'ai entendu des gens de cet âge-là qui m'ont dit, Éric Duhem, je l'aime bien, mais là, la CAQ veut me donner plein d'argent, j'ai pas le choix de voter pour eux. Donc, excuse-moi, là, comme histoire politique, là, qu'on nous a cassé les oreilles avec ça, entre autres sur Duplessis, depuis qu'on est jeune, que c'était un profiteur, puis quelqu'un qui achetait des votes, etc. On a quelque chose de bien plus grave là. Oui, c'est plus grave. Puis en plus, il faut se rappeler qu'on vient de voir les chèques distribués à peu près tous les Québécois. Là, il y a à peu près 6,5 millions de Québécois qui ont reçu un chèque ou qui vont recevoir un chèque d'ici la fin du mois. Fait que ça faisait partie des annonces qui ont été, confirmées dans la mise à jour économique. En fait, il y a tout ce qui avait déjà été promis par la CAQ. Au moins, on peut leur donner ça. Ils l'ont promis, puis ils le font en ce moment en campagne électorale. Fait qu'il n'y a pas grand-chose qui a été comme annoncé de nouveau à part les aides pour les aînés qui avaient également été promis dans le cadre des fameux boucliers anti-inflation de la CAQ. Mais à date, je veux dire,
d'une manière ou d'une autre, il n'y a pas vraiment d'impact qui va avoir lieu là, sur l'inflation. Je veux dire, c'est pas le Québec qui contrôle l'inflation en réalité. Là, on s'entend que les mécanismes sont pas mal tous à la Banque du Canada. Puis, faut dire que la distribution de chèques, autant que c'est l'argent des contribuables, là, je veux dire, comme quand ils nous donnent notre argent, je ne vais pas cracher dessus. Mais on s'entend qu'il y a des manières plus ciblées puis beaucoup plus pragmatiques d'aider le monde, comme avec des réductions d'impôts à la source, où est-ce que les gens peuvent faire un peu plus le choix qu'ils veulent. Ça, c'est vraiment peut-être le seul moment intéressant que j'ai trouvé hier durant la mise à jour économique, c'est qu'Éric Girard, pour les prochaines mesures d'aide financière, parce que là, on nous a répété qu'il y avait un scénario de récession qui s'en venait. Puis ça, c'est drôle parce que il y a quelques mois, on disait qu'il y a à peu près une chance sur 3 qu'on ait une récession. Il disait que ça n'allait pas arriver, lui. Oui, c'est ça, une chance sur 3 qu'il n'y avait pas de récession, puis qu'il y a une récession, finalement, Legault, il a dit « peut-être une chance sur 2, fait que votez pour moi ». Puis là, on est arrivé à, il y a une récession qui s'en vient, puis selon les différentes prévisions, écoute, je pense que la croissance économique du Québec en 2023 pourrait être entre 0,1% puis 0,7%. C'est pas 1,7, là, non. 0,7. C'est vraiment, on va tomber en bas d'1% de croissance. Fait qu'on va s'attendre à un ralentissement qui va effectivement peut-être provoquer des faillites et aussi là, des pertes d'emploi. Mais c'est ça. Au final, on a mis à jour ces informations-là, mais si jamais cette récession-là fait très mal, on va avoir des mesures d'aide qui vont être appliquées sous forme de réduction d'impôts. Ça, c'est ce qui a été annoncé par Éric Girard. Donc, bonne nouvelle, c'était la dernière fois qu'on recevait des chèques. Maintenant, c'est à savoir si la promesse va être tenue. On verra. Pour le reste, par contre, les dépenses du gouvernement, ça, c'est assez incroyable. Depuis l'année dernière, là, ça a augmenté de 13,6 % les dépenses du gouvernement québécois. Puis on s'entend que, je veux dire, on est en 2022. En théorie, la pandémie est pas mal terminée, ou elle était pas mal. Si on oublie le couvre-feu au début de l'année puis les différentes mesures qui étaient encore en place, on aurait dû voir un ralentissement dans les dépenses du gouvernement, puis ça va juste avoir lieu l'année prochaine, finalement. Fait que ça, c'est une affaire qui est bien dérangeante, c'est parce que on voit les contribuables, les gens comme vous et moi qui doivent serrer la ceinture. On vient de voir les taux d'intérêt augmenter. L'épicerie, ça continue d'augmenter. Tout augmente. Et tu as le gouvernement qui dépense comme ça n'a pas de sens. Cette année, on était supposé avoir un retour à l'équilibre budgétaire. Finalement, c'est un déficit de 5,2 milliards qu'on a. Pourquoi? Parce que il fallait obéir aux promesses électorales, puis distribuer des chèques, puis faire des aides pour bonifier des programmes et des crédits d'impôt. Fait que, je veux dire, au final, c'est same old. Il n'y a rien qui a changé vraiment avec la mise à jour économique. C'est peut-être ça le plus décevant parce que tout ce qu'on a vu hier, on s'y attendait depuis un bout, puis on a eu juste la confirmation. Mais ce qui est plus dommage, c'est qu'il n'y a aucune volonté à changer les manières de faire. On n'annonce pas on ne s'attaque pas aux taxes sur l'essence, on ne s'attaque pas aux impôts davantage. Voilà. Moi, il y a des points, là. Tu sais, si tu veux aider le monde, tu veux aider l'économie, puis si tu veux arrêter d'avoir un gouvernement qui se crisse de tout le monde, qui est bourré de cash, on baisse la TVQ, on enlève les prix planchers, on enlève le contrôle du gouvernement sur les produits laitiers, on enlève le contrôle sur les produits de poulet, on enlève la taxe de bienvenue, on baisse les impôts, on diminue la grosseur, puis on laisse de l'argent dans les poches des gens pour qu'ils soient capables de subvenir à leurs besoins sacrement. C'est ça qu'il faut faire, pas des chèques. Des chèques, c'est que ça soulage ton mal pendant quelques semaines, mais ton mal revient tout de suite après un mois et demi. Le chèque est dépensé souvent, même pour quelque chose qui n'est pas très brillant, parce que tu as le côté émotif qui embarque dans patente. Donc, si on veut des choses à long terme, la plus mauvaise idée, c'est de donner un chèque à du monde. Les gens ont dit même publiquement qu'ils allaient se gâter un peu, donc quand même. Alors qu'on pourrait baisser la taxe sur l'essence, on pourrait baisser la boisson, on pourrait... Écoute, des exemples, il y en a. Hey, merci, Nicolas. Très intéressant de devoir parler avec toi, puis j'espère qu'on va le refaire en tout cas, certainement en 2023. Avec plaisir. Rappelez-moi quand vous voulez. Salut, mon ami Nick. On va faire une pause après. Jerry, stand by, parce que c'est lui qui ferme la semaine, parce que la boîte à PIDS du vendredi s'en vient sur Radio Pirate Live. Online. Worldwide. Radiopirate.com. Évasion. Révolution. Domination. Radio Pirate. Spread the word. Oui, bonjour. Je voudrais commander une pizza, s'il vous plaît. La boîte. Et voici Jerry. Je me tannerai jamais. Hey, j'ai vu un tweet de François Legault. Yeah! Non, mais... Il a lu un livre.
Non, il a collé la fin de la... J'ai lu le livre de Pierre Gervais. Ben, Là, là, c'est là. donc ben bon, là. J'adore ça. Hey, mais du charme, c'est pas bon, ça. Ouais, du charme. Hein? Ouais, il a C'est ça, scrappé mon joueur. c'est quoi cette affaire de masque-là? Là? Donc, il a dit que c'est... Il colle la fin de la session parlementaire. Ça vient pas de commencer? Ben, Il vient de rentrer, sacrément. Ils Mais c'est une bonne viennent nouvelle, de ils sont pas là rentrer pour puis ils pas de s'en vont. Non, mais ils Ouais, viennent de rentrer. Mais c'est mieux de même. C'est mieux de même. Quand ils sont dans le bureau, n'est pas tant de même, ils dépensent moins. Ouais. Il y a moins de niaisage. Oh, mais attends un peu. Oui, mais là, attends un peu. Ils viennent de rentrer. Ils auraient pu filer jusqu'au 23 décembre, by the way. 23 décembre, c'est un vendredi, là. Tu sais, la majorité des gens qui travaillent filent jusqu'au 23 décembre. Ils ont commencé quand, pour le fun? Hein? Ils ont commencé il y a 3 semaines? 2 non, semaines? Il y a 2 semaines. Je pense que c'est le 29 novembre. Une patente de même. Non, c'est une joke. C'est devenu une joke. C'est devenu une genre de parade. C'est inutile. C'est n'importe quoi. Moi, je t'ai câlisserais tout par Zoom à longueur d'année. Ah oui, ils vont prendre ça, je pense, à la fin février. Mais là, ils vont pouvoir amener tous les enfants, quasiment, tant qu'à y être, amener tout le monde. Ça veut dire au Parlement, tant qu'à... Hey, Jeff, l'école secondaire Charles Gravel, ça te dit quelque chose, ça? C'est mon école. Je savais. C'est la pire polyvalente, selon le téléjournal de Bernard de Rome, qui était la pire polyvalente du Québec quand j'étais là. Arrête. Oui. Moi, j'étais à Charlebourg. Poly de Charlebourg qui était assez... C'était des grosses polyvalentes. Mais toi, tu avais vraiment... À Charlebourg, on était quoi, là? On était quand, genre, tu 3700 ou une affaire de même, là. Nous, on était 4700, mais à cette époque-là, il y avait professionnel court et professionnel long qui a été déménagé après. T'sais, ils ont comme séparé les programmes de même plus tard. Mais je sais que... Écoute, parce que Chicoutimi-Nord, c'est tous les villages le long du Saguenay. Hein? Ça couvre loin. Là. Les gens de Sainte-Rose-du-Nord. Oui. Moi, j'avais du monde dans ma classe qui venait de Sainte-Rose-du-Nord. T'imagines-tu la ride d'autobus qu'ils faisaient le matin pour arriver à Charles-Gravel, toi? C'est loin à Sacrament, là. C'est le fleuve, le bout du Saguenay, puis tu t'en viens quasiment... Ah oui, t'es dans le fjord, là. T'es loin en Ciboire, là. Là, les parents d'élèves, ils ont reçu une lettre. Ils ont reçu une lettre de l'école et la lettre est spéciale, pareil. C'est qu'ils avertissent les élèves, et les parents aussi, qu'il ne faut pas que les élèves arrivent à l'école en pyjama. Parce que là, il y a une mode. Il y a une mode. C'est drôle parce que Jay le Pilot, à un moment donné, on jasait avec lui, là, il y a quelques mois de ça. Puis il disait, lui, il tourne dans les aéroports. Puis Jay, il m'avait dit une fois, il dit, je sais pas pourquoi, il dit, je vois de plus en plus de filles en pyjama à l'aéroport. OK, mais moi, je vais te dire une affaire, là. C'est quoi l'histoire des Bon, ça fait 5 ans. Ça fait 5 ans. Moi, la première fois que j'ai vu ça, c'est ici, il y a 5 ans. Tu arrives à 3 heures l'après-midi, tu vas mettre du gaz, la fille qui sort de son char est en pyjama. Ça, là, ça me vire à l'envers. Je viens tout croche. Moi, je vois quelqu'un en pyjama à 3 heures l'après-midi. Mais ici, ça dure depuis des années et des années. J'étais même un peu surpris que la mode arrive chez nous 5 ans en retard, genre. C'est ça l'affaire. C'est que on est comme 5 ans en retard dans le pyjama. Okay, même des pyjamas, on est en retard. C'est ça. Mais là, je suis allé voir. Là, j'ai dit, je veux savoir, ça veut dire, quand le monde parle de ça, les jeunes, tu veux savoir ce que les jeunes jasent, tu vas sur Reddit. Ils veulent avoir des genres de pantalons en flanellette carottés. Là. C'est ça qu'ils veulent. C'est vrai que tu es confortable. Moi, je me mets souvent de même le soir chez nous. J'aime ça. On est confortable, on est en mou, on est bien. Mais je veux dire, c'est pas fait pour aller à l'école. Là. C'est pas fait pour aller dans la vie de tous les jours. Mais on est rendu fucking de même. Je veux qu'on fasse. Mais là, ce que j'ai lu sur Reddit, c'est... regarde, des leggings, c'est comme un genre de pyjama, en fin de compte. Donc les leggings, il n'y a pas de problème, mais les culottes de pyjama, il n'y a pas de problème. C'est là le lien. Là. Le legging, c'est comme une culotte de yoga. En fait, habillé en yoga, pas de problème, mais en pyjama, il y a un problème. C'est un peu ce qui est... Lululemon, à 139$, le pantalon, c'est correct, mais des patentes de chez Old Navy à 12$, c'est pas correct. Dans le fond, je comprends le point. Je le comprends un peu. Mais en tout cas, au moins de recevoir une lettre de la direction de l'école Charles-Gravel, la polyvalente Charles-Gravel, pour se faire dire qu'on ne voulait pas avoir de
Pas avoir de pantalon de pyjama pour les étudiants, c'est pas pire, parce que moi, la lettre que mes parents ont reçue, c'est « Votre gars est un anarchiste ». C'est quand même signé le directeur de l'école de l'époque, Roger Lavoie. Donc, je me rappelle comme c'était hier, j'étais en secondaire 4. Je me suis fait traiter d'anarchiste par la direction dans une école de 4500 étudiants. My God, que j'étais fier. Tu parles de Loulou. Oui, t'étais fier, oui, c'est ça. Ben oui. Tu parles de Lululemon. Quel brand tout à fait extraordinaire. Mais là, en ce moment, c'est un journaliste économique qui a parlé de ça. Je pense que c'est hier soir. Ça a sorti hier soir, je pense. Et le gars s'appelle Jack Farley. Et lui, il a comme levé le flag. Lui, il a trouvé, quand tu es un journaliste économique, quand tu suis la bourse puis tu es là-dedans, ils ont trouvé l'inventaire de marchandises chez Lululemon. Non, t'as un peu, là. T'as un peu. 1,7 milliard de dollars de stock. Parce que l'affaire, c'est que Loulou, la business va très bien. Parce que le retail, c'est pas facile. En 2022, il y a eu des crashs dans le retail. Loulou s'en est bien tiré. Puis l'autre aussi que je t'ai parlé, là, la maison mère de Winners, puis sa gang-là. Donc, TJ Maxx. TJ Maxx, exactement ça. Donc, eux autres, dans le retail, il y a des gagnants, puis il y a eu des perdants. Mais Loulou a profité beaucoup de la COVID. C'était le festival du pyjama, en réalité, la COVID. Mais t'es-tu bien en Loulou à la maison, on s'entend-tu? Mais là, c'est soudain. Boum! Attends un peu. Là, il y a un ralentissement. Le monde fait un peu plus. Ne veut pas, Loulou, c'est dispendieux. Et là, il accumule énormément de stock. C'est sûr que le stock de Lululemon, aujourd'hui, perd un genre de 10 % en bourse quand même. Donc, c'est une question d'inventaire. Mais gars, je t'ai posé la question sur Radio Pirate Prime tantôt, puis c'est mettons que tu es sur le board, tu es avec la direction qui opère, tu as un thinking à avoir, parce que tu es sur le board, tu regardes ça, tu représentes les actionnaires, tu dis, ouais, là, on a 1,7 milliard qui traîne sur la tablette, c'est pas ben le fun, il faut trouver un moyen. Et là, tu as l'équipe de Lululemon qui opère puis qui dit, un peu comme Apple, tu sais, Apple ne droppera pas. Ben, tantôt, Carlos de Ponesha nous disait, j'ai eu un nouveau téléphone, j'ai eu la montre avec, puis donc lui, le truc, c'est de prendre toujours la génération précédente. C'est là où il y a des deals. Mais en général, à Apple, il n'y aura pas un deal dans un magasin par rapport à un autre. S'ils décident de descendre un prix sur un téléphone, mettons le 12, parce qu'ils ont sorti le 14, puis qu'ils le baissent à moitié prix, il va être baissé partout. Donc, ils contrôlent les prix pour être sûr de ne pas se faire mal. Donc, si Lululemon prend son stock, comme Michael Kors a fait, comme d'autres, s'ils prennent leur surplus puis ils les envoient dans TJX, là, dans TJ Maxx, Marshall, Winners, la compagnie qu'on parlait tantôt, puis qu'ils décident de liquider dans ces endroits-là le Lululemon, est-ce que ça peut avoir un effet sur les boutiques et les prix chargés dans les boutiques? Est-ce que ça brise la marque de faire ça, qu'il y a mieux crisser le stock dans des conteneurs puis le mettre au feu que le vendre à petit prix ou à moitié prix dans les TJ Maxx ou Marshall ou Winners? Ils ne vont pas liquider le stock. Ça, tu peux être certain. Je vais prendre l'exemple de Crocs. Okay? Crocs, toute une épopée. Crocs, les souliers roses. Toute une épopée. Mais Crocs... Les plus laides sandales de l'histoire. Voilà, mais Crocs, à un moment donné, dans leur histoire, OK, ça, c'est une vraie affaire qui s'est passée. Là. Mais ça l'a passé en dessous du radar. Crocs, dans les bilans, avait des inventaires à pu finir. Et la compagnie ils ont passé un cheveu de la faillite. Là. Ils n'ont pas fait de faillite. Pour calmer les investisseurs, ils se sont débarrassés des inventaires de Crocs, mais pas dans les pays, pas ici, pas aux États-Unis, pas en France, pas en Angleterre. Ils ont dompé, c'est une vraie histoire, là. Ils ont dompé des Crocs neufs en Asie du Sud-Est, en Indonésie. En Indonésie, je pense qu'il y a 150 millions de personnes là, qui vivent là. Ils ont liquidé ça, puis dans les espèces de magasins de coin de rue là-bas, ils vendaient pas des faux Crocs, ils vendaient des vrais Crocs. À 2 piastres la paire. À 2 piastres. Et Crocs s'est débarrassé de son inventaire, ça a duré à peu près 1 an, dans les pays de l'Asie du Sud-Est, pour garder sa marque ici, pour pas que tu vois au magasin une pièce des Crocs. Pas tu comprends la patente, là? Très bien. Tu brises ta marque. Donc là, Crocs, par la suite, ils se sont restructurés. Et aujourd'hui, quand tu vas au magasin acheter des Crocs, tu payes encore 30-40$ la paire. Ils ont sauvé leur marque
Pour vrai, là, c'est une vraie histoire. Là. Donc, dans le cas de Loulou, ils ne peuvent pas liquider des paires de leggings qui vendent 150$ en magasin. Puis à laisser... 49. Non, ils ne peuvent pas faire ça. Ils sont comme fourrés un peu. Moi, Souvent, les compagnies, ce qu'ils vont faire, ils vont prendre des conteneurs, ils vont aller les porter, ils vont déchirer tout avec des couteaux pour être sûr que jamais personne tombe là-dessus. Écoute, souvent, je suis certain que ce stock-là est gardé par un service de sécurité incroyable. Parce que souvent, ce qui arrive, c'est qu'il y a quelqu'un qui va arriver, va acheter ton lot, va dire « je vais m'envoyer en Asie avec, tu sais, une patente de même. » Et finalement, tu te ramasses que le lot est chez Costco. Je comprends. Ça arrive souvent. Là. Il y a beaucoup de compagnies qui disent « Hein? » Mais, tu sais, moi, je vais chez Sam's ici, qui est l'équivalent de Costco, qui appartient à Walmart. Hier, j'arrive là, ils ont un deal avec Gap. OK, Gap, ça va pas très bien. Là. Donc, tu peux avoir maintenant les hoodies, tu peux avoir les patentes Gap. Tu sais, que le fameux logo, là, ils en ont, eux autres, maintenant. Ils ont des racks super capotés, ils ont des prix incroyables. Mais ça, c'est voulu. Mais souvent, Sam's Club et Costco vont tomber sur une patente d'une marque très connue. Et là, la marque a dit, mais voyons, je veux pas que mon stock soit chez Costco 000. Qui a vendu ça? Là, il cherche le vendeur, il dit, ouais, mais c'est parce qu'on avait des surplus. Il dit, moi, j'ai vendu ça à tel... un gars en Thaïlande. Le gars est en Thaïlande. Non, il devait shipper ça par bateau, que ça se ramasse là-bas. Puis finalement, ça s'est ramassé dans les Costco aux États-Unis. ça fait capoter les compagnies. Donc, ils ont vraiment peur. Ils ne savent plus quoi faire avec ce stock-là. Ils ont peur que ça se ramasse à des places qui vont les briser. Jeff, est-ce que ça t'intéresse? Là, la boîte est vraiment bizarre. C'est une boîte. J'aime les boîtes bizarres. C'est très, très bizarre. La pizza est un peu mélangée dans la boîte. Là. Elle est un peu louche, mais quand même, est-ce que ça t'intéresse d'acheter un stade? Mettons, il y a un stade à vendre présentement. Mais là, on ne sait pas trop. Si c'est pas le stade olympique, je suis ouvert. Là. OK, c'est ça. Non, c'est qu'en ce moment, on sait qu'au Qatar, il y a du foot. Donc, on va avoir des games en fin de semaine. Mais il y a un stade, parce qu'ils ont bâti plusieurs stades, eux autres. 8, c'est pas 8 qu'ils ont eu, c'est 8. Hein? Oui, c'est 7, 8 stades, finalement. Mais il y a un des stades qui s'appelle le 974. C'est le nom du stade. 974. Mais quoi, pourquoi ça parle? Pourquoi ce nom-là, 974? C'est que c'est un stade qui a été monté à la base, autrement dit, pour faire les murs, avec 974 containers. Et le stade, la base du stade, c'est des containers, il y a des murs, puis après ça, il y a des estrades à l'intérieur. C'est un stade de 44 000 places. Après le mondial, le stade, ils vont le démonter. C'est un stade démontable. Et tout le kit au complet, là, les barrières, les estrades, les ci, les ça, ils vont tout mettre ça, justement, les containers, parce que c'est bâti avec des containers. Tout ce kit-là, ben, il est à vendre. Pour pas cher. Mais là, on l'a pas le prix encore. Mais là, il y a des pays africains qui ont levé la main. Ils ont dit, un peu, là, on le veut, le stade, nous autres. C'est sûr que c'est pas un stade couvert. On s'entend-tu, là? C'est 44 000$ ouvert. Et là, ça se peut qu'ils s'en aillent d'un pays africain. Ça se peut qu'ils s'en aillent. L'Uruguay, en Amérique du Sud, ils ont levé les mains. On veut l'avoir, le stade. Là, moi, je me disais, Christophe, on s'achète-tu un stade? On va faire livrer le stade du site. C'est vraiment, j'ai trouvé ça spécial. Mitch Garber pourrait l'acheter. Il cherche un moyen d'avoir un stade de baseball. Peut-être qu'on peut le transférer en stade de baseball. Oui, on devrait le dire si à on Mitch. demande à Mitch Garber de l'acheter, il va demander 100 millions à François Legault. Donc, non, c'est ça l'affaire. Très, très mauvaise idée. Non, c'est pas une bonne idée. Hey, je suis tombé sur... C'est du patinage. Moi, j'aime ça de même. Je suis tombé sur... c'est Félix Auger-Aliassime. Oh! Il est extraordinaire. Il est 6e au monde. Quelle année pour Félix, c'est fou. Puis Félix qui est... là, de plus en plus, on le voit avec sa nouvelle blonde. Oh, qui est-elle? Ça m'intéresse. Ben oui, Nina Gaibi. Nina Gaibi, la fille qui fait de l'équitation. L'équitation sur des chevaux, je parle. Elle fait de l'équitation. Nina, son père est marocain, sa mère est croate. Elle est née aux États-Unis, mais on va... C'est une fille qui voyage beaucoup, elle est toute jeune. Là. Mais son père, c'est un spécialiste de dressage de chevaux. Tu sais, des chevaux qui valent de l'argent. Est-ce que tu peux me donner son nom? Je vais aller la stalker sur Twitter. Pas Twitter, mais sur Instagram. Non, c'est Nina Gaibi, c'est Gaibi. Okay. Nina Gaibi. Donc, Nina Gaibi. C'est ça, Nina Gaibi. L'affaire, c'est que sur l'Instagram de Félix, parce que Félix, là, il était... Oh, Félix, c'est sur l'Instagram. Félix aussi.
Oui. Félix, il était au Togo. Il arrive du Togo. Parce que là, en ce moment, il met des photos Instagram parce qu'il est en vacances en Islande avec sa blonde. Il est en vacances en Islande. C'est super le fun. C'est vraiment un beau couple. Ils sont le fun à voir. Mais là, en fait, il arrive du Togo. Il est allé passer un grand bout au Togo. Là, je dis, qu'est-ce qu'il va faire au Togo? Là, j'ai compris. Félix est allé faire un voyage humanitaire parce que son père est d'origine togolaise. Donc, son père est installé à Québec, ça, mais lui, ses origines, c'est du Togo. Donc, Félix est allé au Togo, voyage humanitaire, puis il est allé voir le monde dans le village, je pense que c'est le village natal de son père ou de son grand-père. En tout cas, j'ai trouvé ça le fun. On le voit sur Instagram, tout son voyage. Puis une affaire que je ne savais pas, c'est que Félix, depuis qu'il joue pro, à chaque fois qu'il fait un point, exemple, tu gagnes une game, OK? 6-3, 6-3, 6-4. Mettons les gros tournois, là, mais là, à chaque fois que tu fais un point, c'est 6-3, tu gagnes 6-3, 6-4. Ça fait 12 points. Lui, il donne 5 piastres à chaque point qu'il fait. Mais dans toute son année, depuis 3 ans. Et ce montant d'argent-là est triplé par son commanditaire, un de ses commanditaires. Donc, à date, il a donné pas loin de 400 000 € de fric au village. Au Togo. Ah, c'est capoté. Son histoire, vraiment, le gars, là, il est impliqué au bout. Regarde, je trouve ça beau. Puis c'est pas juste... Ce que j'ai aimé, c'est que c'est pas juste un gars qui donne de l'argent à distance. Il va sur place. J'ai trouvé ça vraiment le fun. Donc, Félix Auger-Aliassime, je m'excuse, c'est une méga star. Le gars, il a. Encore, je regarde leurs photos à elle et lui parce qu'il est souvent dans les photos de madame sur son Instagram. Oui. Et pour vous dire, moi, je demeure à Ancienne-Lorette pour un temps. Et je peux vous dire que pour un gars d'Ancienne-Lorette, il n'est pas souvent à Ancienne-Lorette. Non, il n'est pas souvent à Ancienne-Lorette. Il est ailleurs complètement. Il passe de temps en temps là, pour les tournois, mais il est pas mal ailleurs. Une dernière petite affaire. En tout respect pour Ancienne-Lorette, les photos sont écœurantes, là, donc il n'a pas le temps, je pense, d'aller faire un tour. Non, là, il est en vacances. Toute la gang de tennis, présentement, sont en vacances. Ça reprend, début janvier, ça reprend le tennis. Les saisons sont assez tough pour le tennis. C'est beaucoup de tournois. Dernière chose, c'est une réflexition comme ça. Moi aussi, je vais en avoir une pour finir la boîte à pids. Parfait. C'est une réflexion signée Skeptique, donc à rire. C'est une réflexion toxique? Non. Non, c'est philosophique pour le week-end. C'est-tu une réflexion sur la maison des aînés ou les maisons des aînés? Non, tu parles de ça de Granby? Oui. Ça, c'est spécial. Ouais. Parce que moi, je suis pas mal avec les histoires d'environnement puis de CPTAQ. On se fait faire la leçon pas mal. Le gouvernement, il suit-tu les mêmes règles qu'il nous les impose? Ça n'a pas l'air. Ça, c'est spécial. Hey, avant de couper un arbre, là, c'est-tu compliqué? C'est-tu compliqué de couper un arbre? Et si boire. Eux autres, pour la maison des aînés de Granby, ils n'ont mis 40 des arbres matures. Là. Le truc que j'ai, c'est que il y avait un boisé de toute beauté à Granby. Ils ont rentré le boule là-dedans. Boum, 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 merci, bonsoir. C'est capoté pareil. Là. Il paraît qu'en 3 heures, il n'y a plus rien. Non, mais attends un peu. Là. C'est un genre de petit... Regarde, on va le faire le jeu des Greens. On peut-tu le faire, le jeu des Greens? C'était le poumon de Granby. C'était la place où on pouvait aller marcher dans notre ville. C'était... Regarde, on peut le jouer. Non, le gouvernement, pas de problème. La maison des aînés, on la met là. Il y a un parc. Un parc de quoi tu parles? Boum! Merci, bonsoir. On met tout à terre, puis on bâtit une maison des aînés. Tu viens de le dire. Ils font tout ce qu'ils nous demandent de ne pas faire. Et voilà. C'est des tabarnak. Et voilà. Non, on va se dire en bon québécois, c'est des tabarnak. On va en parler pendant des heures, man. Hey, on a parlé de Céline hier. C'est la question philosophique pour terminer. Vous penserez à ça pendant le week-end en prenant une petite bière ou une coupe de vin signée l'aubergiste. Oui. Vous savez qu'elle a une maladie très rare. C'est une personne par million qui a cette maladie-là et je connais l'autre. Donc, oui, Pascal, j'en ai parlé hier, Pascal a la même maladie. D'ailleurs,
si vous connaissez Céline, si vous avez quelqu'un qui a un contact avec Céline, qui cherche à avoir des trucs pour sa maladie, vu que Pascal, là, depuis 3 ans, il commence à avoir pas mal de... Il y a du millage de fait. C'est vraiment pas une belle maladie. Moi, je peux vous confirmer une chose. Céline Dion ne fera plus jamais de spectacle. C'est une vie de misère. Là, OK? C'est une vie de misère qu'elle aura pour les prochaines années. Donc, si jamais vous connaissez Céline et qu'elle est ouverte à avoir des parce qu'ils ne sont pas nombreux, là. C'est pas comme s'il y avait quelqu'un à tout bout de champ que vous connaissez qui a cette maladie-là. Il y a pas grand monde qui ont ça. Mais moi, j'en connais une. Donc, Pascal me dit, si jamais tu connais quelqu'un qui veut que je parle à Céline, j'ai plein de trucs. J'ai appris à tâtons comment dealer avec ça. Donc, si jamais elle a besoin d'aide, je peux l'aider. Mais c'est qui Pascal? C'est Pascal E? Non, c'est un gars. C'est un homme. C'est un gars? OK, c'est un gars avec qui... c'est un gars que j'ai rencontré sur la côte ouest de la Floride, un Québécois de la Rive-Sud. J'en ai parlé hier. C'est un chum vraiment... C'est un des meilleurs chums au maire de Lévis. Je pense que c'est le meilleur chum du maire de Lévis. Je comprends. À un moment donné, je me suis ramassé dans un barbecue sur le bord de la beach, puis c'était lui qui était le cook, qui faisait des poulets partout. Il a été écœurant. C'est un bon vivant. Un gars super fin. Puis là, à un moment donné, la maladie l'a pogné il y a 3 ans. Regarde, il vit, il y a des conditions épouvantables, mais il sait, quand il a vu que Céline avait ça, il me dit hier, il dit, sacrément, il dit, c'est 1 par million, puis il dit, t'en connais 2. C'est quand même pas pire. Donc, Pascal offrait ses services. Il dit, si jamais mais la question philosophique que nous avons, ramenons ça au dôme québécois pour notre amie Céline. C'est une question d'omienne. Et merci à Skeptique, qui est un bon pirate et qui est un chum à nous autres. La question du week-end à réfléchir. Oui. Céline vit à Vegas. Est-ce que Céline doit revenir se faire soigner au Québec? Je dis ça de même, là. Non, on va réfléchir à ça en fin de semaine. OK. Oui, parfait. on réfléchit à ça en fin de semaine. Ça va être une longue réflexion, j'imagine. Ça va être une très longue réflexion. Est-ce que Céline doit venir au Québec pour se faire soigner de sa maladie rare? On va lui souhaiter bonne chance. Pensez à ça un peu. Voilà pour Radio Pirate Live. C'est fait, les amis. Thank you, Jerry. Thank you, Mr. White. Thank you, Nicolas. Thank you, Yann Sénéchal. Thank you, Carlos de Punisher. Et tous ceux qui étaient avec nous autres cette semaine. Extraordinaire. Wow. Extraordinaire. On est parti. C'est le temps de la bière. Hey! On n'a même pas mis dans Radio Pirate Prime le tune du week-end où on part avec Kenny Chesney. Right now, I want to drink a beer with my friends. On a oublié. On l'a oublié. On va le faire pareil. On prend une bière et on écoute du Kenny Chesney à soir. See ya! Bon week-end! I love it. Radiopirate.com. Radio Pirate.